Take-off. Press set. 80 knots. Check. Air France de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir, de Rotate, bonjour, de Air France, en descente. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au bar de la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis les frasques de la semaine dernière du côté de l'hôtel. N'en parlons pas. D'ailleurs, on a supprimé la rediff de la semaine dernière puisque c'était assez épouvantable. Donc, on refera cette émission, on l'a dit d'ailleurs, avec nos deux intervenants la semaine dernière, que je remercie encore une fois, à savoir Mathieu et Adrien. On refera un truc sur l'intelligence artificielle. Bonsoir à toutes et tous qui est dans le chat, qui envoyez déjà plein de messages. 5 sur 5 son et vidéo, ça change. Mais tant mieux, on est ravis, on est ravis. Donc, bonsoir, chers amis. Merci à ceux et celles qui nous ont rejointes durant toute cette semaine, puisque vous avez été assez nombreux, il y a eu pas mal de likes et de follow d'ailleurs, que ce soit sur la chaîne Twitch, mais également sur YouTube, puisque, d'ailleurs j'en parle dès maintenant, il y a l'émission avec notre excellentissime contrôleur Romain qui est venu nous voir il y a 15 jours. Cette émission est désormais en replay et elle fonctionne déjà pas mal, puisqu'elle a déjà un nombre de vues qui est assez conséquent, comme quoi... effectivement, le travail de contrôleur aérien vous a intéressé et on vous remercie aussi un petit peu pour tout ça. De même que l'avant-dernière émission, l'antépénultième même, avec c'était Lucie, avec Lucie, qui est copilote aujourd'hui dans une grande compagnie nationale, pour ne pas la citer, qui est sur Boeing 777, qui fait du long courrier. Cette émission est aussi en ligne et on vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas vue, à aller la visionner sur la chaîne YouTube de la zone aéro. Écoutez, je vais vous saluer les amis, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat, comme ça je suis sûr, presque sûr, d'essayer d'éviter d'oublier des gens. Alors, qui on a? J'ai vu, alors on va commencer par les meilleurs, excusez-moi, hein, mais la modération. Notre bonne modération qui est là tous les mercredis, avec qui on passe de bons moments et qui nous aide aussi à réaliser cette émission. Je pense à Free Flight, je pense à Jordan, je pense à Julot, je pense à Sarah, je pense à Anthony et bien d'autres. Alors attendez, parce que là je suis remonté un petit peu trop loin dans le chat. J'ai vu Pêcheur Flight Radar, j'ai vu Philemon Mavercoin qui est parmi nous, MLN 208 évidemment. Chef Odell qui est là. Salut Odell, j'espère que tout va bien. Notre éternel Ailicia évidemment. Lord Gibus, qui je n'ai pas vu encore. Hop. Attendez, je remonte encore. Hop, plutôt Julot, on l'a vu. Qui est-ce qu'on a vu encore? Hop. N'hésitez pas à faire coup. Hawkers RVS qui était là tout à l'heure dans le chat. Salut à tous, hein, salut à tous. Et puis évidemment, vous avez le droit. Seb qui est aussi dans le chat, il est partout. Il est partout. Et on le retrouvera tout à l'heure. Bien. Donc merci pour votre présence. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas follow de la zone aéro, vous pouvez le faire en cliquant en dessous sur le bouton follow. N'hésitez pas, comme ça vous serez averti des notifications du début des lives, et pas seulement de la zone aéro, aussi des émissions annexes comme Push to Talk par exemple. N'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières. Vous verrez passer dans le chat régulièrement le lien qui vous emmène sur la page Patreon de la zone aéro, qui vous permet de soutenir notre travail. On a besoin de vous, encore une fois, on l'appelle souvent, mais c'est important. Pourquoi les personnes ne citent jamais la compagnie dans laquelle ils sont? C'est une condition de leur contrat de travail. Alors oui et non. Parfois c'est stipulé dans le contrat de travail. Donc là, le problème est réglé. Et parfois, il faut demander en fait l'autorisation au service de com qui sont plus ou moins réactifs, si on peut dire. Donc des fois, on a les autorisations, des fois, pas. Ou alors, il faut attendre 4 mois. Au bout de 4 mois, oui, c'est bon. Ah ouais, mais non, mais les missions, c'est 2 mois en arrière. Donc voilà. C'est des fois un petit peu compliqué. Donc, on fait quand même les émissions, mais on ne cite pas la compagnie, ce qui ne change au final pas grand-chose. Hein. Puisqu'on s'attarde plus sur les personnes, sur les profils. C'est avec les personnes qu'on échange, et pas tellement avec les compagnies même.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc Patreon pour soutenir la zone aéro. N'hésitez pas, vous cliquez en dessous. Vous allez voir la page Patreon, vous pouvez nous soutenir. C'est plus efficace que Twitch, n'ayons pas peur de le dire. Et on a besoin de vous pour continuer d'alimenter, d'un point de vue matériel pour tout ça, d'amortir tout ce matériel dans lequel on investit pour améliorer la qualité, un petit peu ce qu'on vous propose. Deuxième moyen, évidemment, ce sont les subs Twitch. Comme j'annonce à chaque fois, deux moyens, vous pouvez prendre un abonnement avec Prime, comme ça c'est gratuit si vous êtes abonné Amazon Prime évidemment, puis sinon vous avez tout ce qu'il y a en dessous. Merci Jordan pour les liens de Vous avez le droit, on en reparlera tout à l'heure de la chaîne Vous avez le droit, qu'on retrouve sur Twitch et sur YouTube avec Sébastien. Tiens, c'est marrant, j'ai un pote qui est chez Hop, il n'a jamais été embêté. Hop est un peu plus souple, c'est vrai qu'on a eu des invités de chez Hop et ça s'était mieux passé, donc ça va dépendre des gens. J'aimerais bien, mais je suis sous cuirassé. Aucun problème. Aucun problème. Déjà, vous êtes là, vous soutenez. Si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, aucun problème. Partagez. N'hésitez pas à partager les émissions. Là, pour le coup, c'est gratuit. Vous en parlez, vous rayonnez l'émission autour de vous, auprès des gens qui aiment l'aviation. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est un moyen aussi de nous soutenir, évidemment. Voilà, et puis en fait, dernière petite chose avant de déposer le plan de vol de ce soir, je vous parlerai de l'émission du 24 juillet prochain, qui sera la dernière émission de la saison. Ensuite, on va faire une pause estivale. Donc pour cette émission, on a lancé un concept. On va vous proposer de pouvoir poser une question, soit à nous, parce que d'habitude c'est nous qui posons plutôt des questions aux autres, mais là on va vous donner la possibilité à vous de pouvoir nous poser des questions, d'aborder, de discuter avec des sujets, et on pourra discuter tous ensemble pendant l'émission du 24. Donc vous pourrez nous rejoindre sur le serveur Discord, et on discutera en temps réel. Vous poserez une question, on y répondra, et vous pouvez d'ailleurs poser votre question à nous, mais pareil qu'à nous. Vous pouvez poser à la modération, vous pouvez poser la question au chroniqueur de Push to Talk, vous pouvez vraiment intervenir. Donc cliquez sur le petit lien qui apparaîtra dans le chat, et voilà, donc posez vos questions, ça arrive, nous on va les prendre et on y répondra le 24 avec toute l'équipe et ce sera un plaisir, encore une fois, d'échanger avec vous. Et dire que demain, plein de questions pour Seb et Nico. Oui, j'ai oublié, on en reparlera aussi tout à l'heure. Enfin non, j'ai pas oublié, mais voilà, on en parle tout de suite demain sur la chaîne de MLN 208. Si un des modérateurs peut faire un petit shoot-out sur la chaîne MLN, on sera en direct avec Nico demain soir chez Stéphane à partir de 21h, je crois. Ça doit être ça. À partir de 21h, donc venez vous connecter sur la chaîne et on discutera tous ensemble demain, ça devrait être sympa. Voilà, salut la compagnie, Hop remplace celle de Britair qui était basée à Guy Pavas. Oui, et d'ailleurs, il y a une petite actu, on va en parler tout à l'heure. Et salut The Flying Frog, il est là, notre ami Pierre. Bien, allez les copains, on attaque sans plus attendre. C'était pas ça, puisque je suis plus sur le bon menu, il est là le bon menu, voilà, merci. On dépose tout de suite le plan de vol de l'émission. Allons-y. Et on est parti pour le plan de l'émission que je fais apparaître là, et d'ailleurs j'ai oublié, attendez, parce que là, voilà, le bouton, il est ici. Vous savez, il y a des choses qui ont changé la semaine dernière, suite notamment à le live de l'hôtel. Regardez, il est là, voilà. Il est là, notre ami Nico. Salut Nico. Alors, on excuse Nico tout de suite, parce qu'il est dans un endroit où les connexions sont... Voilà. Les connexions sont réalisées par des corbeaux qui font des allers-retours. Salut Nico. Voilà. Bon. Bonsoir à tous. C'est tout décodeur morse de toute façon, donc le temps que ça repasse en numérique, Ouais. Faudrait essayer d'améliorer un petit peu ça demain si on est chez notre ami MLN, hein. Quand même. Pour lui. Je vais pas acheter une antenne Starlink d'ici demain, quoi. Nico doit pédaler pour obtenir du 220 volts, nous dit Free Flight. C'est peut-être ça. Hein. Allez. Non, mais je suis dans le Nord, c'est la guerre 14. Ah ouais, donc c'est pour ça. Ok. Bien, il vient de sortir une mini-antenne pour le camping Starlink. Ah oui, oui. Alors... L'actualité, enfin le plan de vol de ce soir, c'est l'actualité du terminal dans un instant. La semaine était riche en actualité.
J'en ai condensé 7 petites que j'ai résumées, donc on va en parler dans quelques instants. Et puis ensuite, évidemment, séquence tarmac et taxiway. On va rester au sol ce soir, mais on va rencontrer quelqu'un de fort sympathique, que vous connaissez d'ailleurs sûrement, si vous êtes des aficionados de Twitch. Avec sa chaîne, vous avez le droit, il sera avec nous tout à l'heure, c'est Sébastien. Et Tricotine, qui est Tricotine, on vous répondra tout à l'heure. Vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes vos questions. Il a dit qu'il répondait à tout. J'ai Hein. pas vu Tricotine. Eh ben, on la verra tout à l'heure. Ou alors peut-être qu'elle sera couchée, on va voir, on ne sait pas. Donc on parlera évidemment de droit, on va parler de droit aérien d'ailleurs. Pour la peine, j'ai ressorti le petit bouquin Airlaw, je vous en parlerai un petit peu. C'est une matière du pilote de ligne théorique. Et puis on échangera, on essaiera de comparer un petit peu l'histoire du droit aérien, du droit traditionnel évidemment. Vous pourrez intervenir pendant l'émission et poser vos questions à Sébastien qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis évidemment fin d'émission, on va être ensemble à peu près une grosse heure. Et pour ceux qui font le 010, il faut être là. c'est ça, voilà, le 010 qui est le droit aérien, en la matière de la TPL. Et évidemment, fin d'émission, on aura le plaisir de vous dévoiler le programme du mois de juillet 2024 qui est bouclé. Donc tout ça, ça se passe en fin d'émission. Vous verrez, le programme du mois de juillet 2024, il va être top. Et vous le découvrirez tout à l'heure à la fin de l'émission. Voilà pour le live de ce soir. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. On les met de côté et on ne les a pas, on revient dessus au fur et à mesure de la discussion. On a la file d'attente qui est prête, donc n'hésitez pas à le faire bien sûr. Voilà pour le sommaire et tout de suite, je vous propose d'attaquer directement l'actualité du terminal. Et c'est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. Oui, Airlaw, l'horreur, nous dit The Flying Frog. Ah, c'était une matière qui était dense, hein. On verra ça tout à l'heure. Hein. La matière adorée de tous. J'ai une question, mais par rapport à MSFS. Eh ben, tu pourras la poser. Pêcheur Flight Radar, si tu le souhaites. On la mettra de côté, puis en fonction de qui est là. Sinon, tu vois, il y a Pierre qui est là. Il peut aussi te répondre. Hein. Allez, on est parti. On va parler de CAE, qui est... une société qui fait aussi de la formation de pilotes de ligne et d'autres, de pilotes professionnels. CAE qui vient d'ouvrir un centre de formation aux États-Unis qui est situé à Savannah en Géorgie. C'est le premier centre de formation dédié à l'aviation d'affaires. Donc on forme des pilotes d'aviation d'affaires et principalement sur Gulfstream. Vous avez ça sur la petite illustration que vous voyez. C'est un cockpit de Gulfstream. Ce centre accueille un simulateur full flight, donc comprenez un simulateur qui est branché sur des vérins et qui bouge un petit peu dans tous les sens, histoire de bien se rendre malade pendant la séance, mais d'être quand même au plus près d'un vol réel. Un Gulfstream G550 qui est opérationnel depuis le mois de janvier 2024 et en juillet, là, demain, un full flight G280 va rejoindre le centre pour pouvoir proposer encore plus de formations. Le centre pourra accueillir d'ailleurs 2 autres simulateurs à l'avenir. C'est le premier centre américain qui est dédié exclusivement à Gulfstream et qui forme à la fois des pilotes et des techniciens de maintenance. Et ça inclut évidemment tous les outils actuels, la réalité virtuelle, pour pas seulement le pilotage, mais aussi pour des actions de maintenance. Donc c'est assez intéressant. Sur plusieurs types d'avions, on a dit, tous les Gulfstream, les G280, les 650, les 500, les 600. Allez voir un petit peu sur Internet, vous verrez, ce sont de beaux avions, parce que pour certains, ce sont des avions d'affaires qui sont intercontinentaux, si j'ose dire, sont capables de faire des vols très très longs. CAE prévoit un besoin global de 32 000 pilotes et 74 000 techniciens de maintenance dans l'aviation d'affaires d'ici 2032. Donc dans un horizon d'un petit peu moins de 10 ans, ça veut dire que... malheureusement ou heureusement ou malheureusement, ça va dépendre du point de vue sur lequel on se place. L'aviation d'affaires a encore de beaux jours devant elle. Allez, on enchaîne avec l'actu suivante. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un petit rétex que j'ai souhaité vous partager, une verrière qui s'ouvre pendant le vol. Vous avez peut-être vu cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, qui date déjà d'un certain temps, mais qui ressurgit aujourd'hui, si j'ose dire. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Je vais vous lancer la vidéo pendant que je vous détaille un petit peu ce qui se passe.
Alors, est-ce que ça se lance? Oui, voilà. Vous voyez cette demoiselle qui s'installe à bord, ou dame qui s'installe à bord. Eh bien, cette pilote s'appelle Narine Melkunjan, qui est pilote de voltige et qui est d'ailleurs compétitrice. Là, vous voyez, elle est en train de s'installer à bord d'un avion. C'est un Extra 330 LX, donc les fameux avions de voltige qui sont tout carbone. Si vous posez la question, on avait reçu Mélanie Hassel, qui volent sur ce type d'avion, c'est des véritables Formule 1 des airs, on va dire. Hein. Et puis, il y avait également l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui évolue sur ces avions-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce vol en Extra 300S, vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème avec la verrière de l'avion qui va malencontreusement s'ouvrir pendant toute la phase de montée. Il s'agit du deuxième vol de la journée, donc ça veut dire qu'elle a déjà volé le matin et qu'elle est un petit peu fatiguée. En plus de ça, il fait très chaud, donc ça fatigue encore plus. Et puis, c'est un stage d'entraînement qui a lieu alors que cette pilote, Narine, vient de sortir d'un Covid. Donc, elle est fatiguée. Et regardez ce qui va se passer. On voit l'avion qui s'incline sur le côté. Et là, voilà, il y a du facteur de charge. Et tout d'un coup, que va-t-il se passer? Vous allez voir, boum! La verrière qui s'ouvre. Donc, vous imaginez, hein, on est à peu près à 200 km/h. Et vous avez donc du vent relatif. Et bah, vous voyez, hein, vous voyez ce que ça donne, hein, c'est le sèche-cheveux dans les yeux. Donc c'est pas évident. Elle va quand même réussir à redescendre et ramener l'avion. Ouais. Bon, elle se pose un petit peu à gauche de la piste, mais... Ouais, c'est une verrière entière, quoi. Ouais. La verrière se bascule complètement sur le côté. Voilà, donc il n'y a pas de pare-brise, quoi, du coup, là. Non, c'est la verrière complète. Donc vous voyez, hein, elle cligne des œufs, la pauvre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle le dit elle-même, hein, la goupille de sécurité qui est censée verrouiller la verrière, elle n'a pas vérifié visuellement qu'elle était bien enfoncée en fait au niveau de la fermeture du cockpit, et donc malheureusement elle s'est ouverte. Pas de contrôle visuel, et en plus elle n'avait pas de lunettes à bord, parce que si elle avait eu des lunettes, elle aurait pu mettre une paire de lunettes pour éviter d'avoir le vent dans les yeux. Alors elle témoigne, elle dit que le vol a été une expérience assez angoissante puisque remplie de bruit, de difficultés respiratoires à cause du vent relatif, et puis aussi une visibilité qui était extrêmement réduite à cause du vent dans les yeux. Hein. Elle dit qu'il lui a fallu près de 28 heures pour recouvrer complètement la vue, et le plus difficile a été de maintenir la puissance de l'avion. Pourquoi? Parce qu'en fait la puissance donne de la vitesse et c'est ce qui fait voler l'avion. Et malheureusement, elle avait plutôt envie de réduire la vitesse à cause des yeux. Sauf que comme il fallait quand même voler, il a fallu peser le pour et le contre. Et elle dit, j'ai sacrifié une partie de ma vision et de ma respiration contre l'énergie cinétique, donc la vitesse, pour pouvoir revenir poser l'avion. Donc c'est intéressant quand même à partager ça tous ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rend compte que quelqu'un, même avec un niveau de compétition, n'importe quel pilote, dans des conditions de fatigue, dans des conditions stressantes, on pense pas à tout, on passe à côté, hein, c'est le trou dans la raquette, et puis derrière, ça peut entraîner un incident qui, pour le coup, ici, c'est très bien terminé. Et j'en profite aussi pour rebondir sur quelque chose que je n'ai pas mis là-dedans, mais vous l'avez peut-être vu aux actualités de ce soir, on en a parlé au journal, ça s'est passé à côté là, à côté de chez nous, à Courbessac, là, à 6 minutes, c'est un ULM qui s'est posé sur l'autoroute. Il y a eu un problème sur un moteur, le moteur a surchauffé et l'ULM donc s'est posé sur la 9 à 2 minutes du terrain. Donc là, on est à 6 minutes d'ici là. Et heureusement, ça s'est bien passé. Les passagers ont pu évacuer et ils ont réussi à dégager l'ULM. Comme quoi, la vigilance est de tous les instants en aéronautique, est-il besoin de le rappeler? Voilà. On continue avec un exercice... transfrontalier de police du ciel. C'est pour ça qu'il y a des checklists. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des checklists. Exact. Un baptême particulier, c'est ça. C'est son expérience qui l'a sauvé. Oui, ouais. Exactement. Il faut tirer profit de tout. Allez, police du ciel. Donc ça s'est passé le mercredi 12 juin dernier. Un exercice transfrontalier de coopération de la police du ciel a eu lieu avec la Belgique. Nos amis belges ont participé sous un accord bilatéral. Ces exercices ont été coordonnés par le Centre national des opérations aériennes, le CNOA, qui est situé dans différents centres d'ailleurs, 5 Marlapile, à Tismons, qui sont aussi des centres de contrôle. Et
On va dire que ces exercices sont organisés très régulièrement, à peu près à la fréquence de 2 fois par mois, avec divers partenaires européens. L'idée, c'est simple, c'est d'intercepter un avion et puis de pouvoir l'escorter jusqu'à la frontière et le collègue, il prend le relais. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, l'exercice impliquait un Rafale de la base aérienne de 113 de Saint-Dizier, c'est celui que vous avez sur la photo, et un F-16 belge pour des opérations d'interception, de suivi et de transfert d'un aéronef suspect qui a été joué évidemment par un TBN 700 de l'escadron de transport 43 de Bordeaux-Bérignac. Ces exercices évidemment sont cruciaux, on en parlait, et je vous renvoie à l'excellente vidéo avec le capitaine Cyril qui est pilote de Rafale à Mont-de-Marsan qui est en police du ciel. Ils sont cruciaux pour l'entraînement et le maintien des compétences des pilotes qui assurent ce qu'on appelle la sûreté air, la PSA, donc la posture permanente de sûreté air, donc la police du ciel. Voilà. C'est suite au problème en Finlande où 2 avions russes ont pénétré l'espace aérien. Non, mais c'est une des preuves comme quoi il faut garder une indépendance et une police du ciel en permanence. Voilà. On enchaîne avec un joli avion qui vient de voir le jour. Enfin, il y a un certain temps, mais en tout cas on en parle aujourd'hui. C'est les avions Grob Aircraft, la division française, qui a dévoilé cet avion, le TPX Cobra, qui est un avion d'entraînement biplace conçu initialement pour la France, mais des applications potentielles plus larges sont évidemment prévues, c'est pas aussi restrictif. Il a été présenté pour la première fois au Palais de Versailles, et il s'agit d'une évolution du Grob 120 TP qui utilise une configuration cette fois-ci, qui est en tandem, et là on est en version côte à côte. Vous voyez sur la photo de gauche, enfin sur la partie gauche, que les 2 pilotes sont l'un à côté de l'autre. Alors, il y a une configuration comme ça, il y a des technologies qui sont beaucoup plus avancées, il y a une turbine en motorisation, c'est une Pratt & Whitney de 750 chevaux, il est équipé de sièges éjectables, il est équipé d'une suite avionique Genesis, donc on est quand même sur le haut de la technologie, hein, et vous voyez que l'avion, il a quand même aussi une certaine taille, hein, c'est pas sans rappeler les fameux PC-21 de l'école d'aviation de chasse de Cognac. Et depuis donc son premier vol qui a eu lieu quand même en mai 2019, le prototype a cumulé plus de 250 heures de vol pour évidemment certifier l'appareil. Le site de production est situé à Saint-Germain-de-Lusignan, qui est pas très loin de la base aérienne de Cognac, et il est en cours de finition, donc il sera opérationnel, dit-on, cette année, avec des installations qui vont être en place pour la fabrication de cet appareil et la livraison qui va être juste à côté. Le TPX Cobra vise principalement à renforcer évidemment l'entraînement des pilotes avec une plateforme stable, confortable et suffisamment avancée technologiquement pour amener les pilotes à leur plus haut niveau de compétences en vue de leur spécialisation dans l'armée de l'air et de l'espace. Et puis de la coopération aussi interarmée évidemment. C'est une grosse... Ouais, il est pas mal. C'est une grosse bestiole là, quand on voit les pilotes à côté là. Ouais. Ah ouais, il me rappelle bien le PC-21. Hein. Ouais, c'est un gros truc. Hein. Et sauf que remplacer les 120. Oui, a priori, ouais. Ouais, c'est ça. A priori. Et c'est pour remplacer les 120, c'est ça là? Ouais, je pense, ouais. D'accord. Je pense. Et alors, remplacer ou apporter un complément en tout cas. Et je note aussi que l'armée de l'air et de l'espace est en train de passer régulièrement, de plus en plus rapidement à la turbine. On se rend compte que finalement un avion turbine nécessite aussi moins de maintenance, donc consomme aussi moins de carburant et moins cher que le carburant traditionnel. Donc l'avenir, est-ce que l'avenir ne serait pas aussi à la turbine avant de passer sur des solutions qui seraient 100% écologiques? À méditer, mais en attendant, on se rend compte qu'il y a quand même de gros avantages. Apparemment, plusieurs armées grecques, Italie, je crois, se dirigent vers des turbo-hélices. Bah oui, ça paraît logique, hein. Les consommations et surtout les cycles d'entretien sont complètement différents. En remplacement des SR-20 et SR-22, alors en complément peut-être, dans un premier temps, parce qu'ils ne sont pas si anciens que ça, les SR-20 et 22. Donc à suivre. On vous en dira plus. Et puis Nico, il faudrait qu'on aille l'essayer, ce Grob. Qu'est-ce que tu en penses? Un Grob TPX, ça serait sympa. Ouais. Bon, on va voir ça. On va faire du combo. Ouais. Allez, on enchaîne. On parlait tout à l'heure de compagnie française dans le chat. On va parler de Céleste. Malheureusement, Céleste, rien ne va plus pour Céleste. Ils ont été placés en redressement judiciaire. C'est la compagnie Céleste qui pourtant, alors ça n'a rien à voir, mais un design assez sympa sur son avion.
Enfin, je le trouve différent. Donc cette compagnie aérienne qui est basée à Morlaix a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brest. Et Céleste avait pour ambition de désenclaver la pointe de la Bretagne avec une liaison très régulière entre Brest, Paris, Orly. Donc Brest-Orly très régulièrement, mais des problèmes de financement ont été révélés en mars, manquant entre 30 et 40% des fonds nécessaires. Donc dès lors, ça devient très compliqué. Et malgré le soutien financier de collectivités locales de la région Bretagne, la compagnie n'a pas su atteindre le seuil qui était requis pour continuer ses activités. Et initialement axé sur Brest et Brest-Orly, Céleste s'était concentré ensuite sur un Brest-Nice, après avoir perdu ses créneaux à Orly. Et Céleste s'est utilisé, enfin n'exploitait si vous voulez, qu'un seul avion, un bombardier CRJ de 100 places, et donc faisait face à une concurrence qui était quand même nettement plus coriace. On pense par exemple à Volotea sur Brest-Nice, avec des avions qui avaient quasiment le double de place, donc vous imaginez le prix du billet aussi, hein. Soutenu par la CCIMBO et une soixantaine d'entreprises bretonnes, donc il y avait quand même des gens derrière, Céleste n'a pas réussi à devenir rentable et donc est placé en redressement judiciaire et l'avenir est donc particulièrement incertain pour la compagnie bretonne Céleste. On attend Seb avant de lâcher les vannes. Ah oui, d'accord, ok. Et on continue avec Transavia dans le top européen, Cocorico on peut dire, sorti donc le 24 juin, il y a 2 jours. Transavia France a été élue 2e meilleure compagnie low cost européenne par le classement Skytrax 2024. Elle est juste derrière la compagnie Volotea, mais devant Vueling et EasyJet. Il faut le dire. Elle a également donc progressé au classement mondial puisqu'elle est passée de la 6e place à la 5e place. Donc cette filiale, vous savez, c'est la low cost entre guillemets d'Air France, est reconnue par Skytrax qui base justement ses analyses sur la qualité de l'expérience client, sur la réservation et le déroulement du voyage. Skytrax, qui est un organisme de consultation, va auditer et proposer des recommandations pour améliorer la qualité du service des compagnies aériennes et des aéroports. Et Transavia France se place donc aujourd'hui dans ce classement, 5e dans le top 10 mondial des compagnies low cost en 2024. On peut le dire. En mars 2023, j'ai voulu les appeler pour avoir le code compagnie, mes numéros surtaxés. Alors, Pêcheur Flight Radar, dans notre serveur Discord, on a des pilotes de chez Transavia. Donc l'idée, c'est peut-être de poster un petit message dans le Discord, et là, tu peux peut-être avoir l'information en temps réel sans être surtaxé. Tu vois ce que je veux dire. Et on continue avec cette dernière news du soir, l'humour à l'américaine, avec un joli Canadair, un CL415 de Bridger Aerospace. Pourquoi on en parle? Puisque vous avez sûrement déjà vu passer ces fameuses publicités pour tout un tas de voitures de luxe, dans lesquelles vous avez une pin-up qui chuchote, qui fait de la MSR, qui fait des petits bruits, qui passe ses ongles sur la carrosserie, qui fait ce genre de choses. Et bien Bridger Aerospace ont repris avec humour ce concept qu'on va regarder dans un instant, à quelques petites variations près. Regardez. Bentley. Scooper. Scooper. Alors en plus, vous voyez l'intérieur d'un Canadair. C'est Stallone qui aurait pu faire ça avec son Canadair de Expandable. Scooper. La pichenette à la fin sur le réservoir est exceptionnelle. Voilà, donc c'était avec humour que Bridger Aerospace, qui est une société américaine qui lutte d'ailleurs
contre les incendies aux États-Unis, a fait ce petit clip vidéo qui était assez fun. Et enfin, moi, il m'a beaucoup amusé en tout cas. Donc, vos réactions, nos amis dans le chat. C'est un 415 avec des bandes d'invasion. Presque. Voilà pour l'actualité donc du terminal de ce soir. Et voilà, donc j'espère que elle vous a plu. J'ai vu une question dans le chat. Déjà vu cet avion sur Istres. Alors, c'était pas celui-là, ce sont les mêmes qui appartiennent à la sécurité civile française et qui sont basés à Nîmes-Garons. À côté, il y en a 12 et qui sont exploités donc par la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur, pour lutter contre les feux de forêt en France. Voilà les amis. Écoutez, puisque nous avons terminé l'actualité du terminal, nous allons retrouver tout de suite notre invité. On va basculer, on vous en a parlé déjà depuis un moment, on va parler de droit ce soir, mais on va parler également de... Est-ce que tu as parlé d'inondation de Skygad? Non, j'attendais d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. On en parlera peut-être une prochaine fois. Mais on ne pouvait pas tout traiter parce qu'il y a eu énormément de choses cette semaine, donc j'en ai pris 7. Et tu vois, c'est déjà 21h03. Donc on ne peut pas tout traiter non plus. Les amis, il est temps de retrouver notre invité de ce soir. La séquence, c'est Tarmac et Taxiway. Et on va parler un petit peu de droit, mais aussi d'aviation avec un passionné. C'est Sébastien Cagnonnet qui est avec nous. Et sûrement avec Tricotine. On va voir tout de suite. Est-ce que Seb... Et alors hop, normalement on devrait retrouver notre invité tout de suite. Oui Nico. Oui. Est-ce que quand on parle de droit, on a le droit de dire un mot de travers? Ah, c'est une bonne question. Et on va lui demander tout de suite. Bonsoir Sébastien. Ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de te retrouver. Merci beaucoup de venir nous voir dans la zone aéro. Plaisir partagé. Alors déjà, on te remercie parce que plusieurs fois, on a vu des raids de « Vous avez le droit » qui arrivaient avec 100 personnes, etc. On s'est dit « Ouh là là, on va aller voir un petit peu de ce qui se trame ». Et puis on s'est rendu compte, en creusant un petit peu, que tu étais aussi un passionné, comment tu m'as dit dans le mail, de vieux moteurs qui pétaradent ou quelque chose comme ça. Ah oui, tous les vieux moteurs qui font du bruit, toute la génération carbu, etc. Surtout les trucs qui roulent, parce que ça correspond à mes modestes moyens de smicard de l'université. Mais avec 2, 3 et 4 roues, les trucs qui volent, j'ai hélas moins pratiqué, mais avec beaucoup de plaisir. Oui, également. Du vol ? Ouais, j'ai fait de l'ULM, j'ai fait du parapente, j'ai fait du paramoteur, et là j'ai arrêté le paramoteur après m'être blessé bêtement en me cassant la gueule sur le campus. Voilà. Ah d'accord, ok. Ah ça peut être une anecdote à nous raconter tout ça. Alors avant de démarrer, je te propose, mon cher Sébastien, de faire une petite minute de présentation, comme on fait à nos invités. On va afficher un chrono, là, on va s'enlever, Nico et moi, pendant 1 minute, et l'idée, c'est de te présenter. Alors, je ne vais pas dire à la communauté qui t'a suivi et qui est là, parce qu'on voit qu'il y a des fans de Vous avez le droit qui sont ici, mais peut-être à ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux donc jouer le jeu pendant 1 minute? Je lance le chrono, et c'est parti. Et c'est parti. Alors 1 minute, oui. Alors une minute, c'est à la fois peu et beaucoup. Alors comment vous dire, il flotte à l'insondable puits d'ignorance que je suis, quelques fragiles bulles de connaissances, et l'une d'entre elles n'est pas étrangère avec le droit, puisque c'est mon métier depuis 45 ans, d'abord en tant qu'étudiant et depuis en tant qu'universitaire. J'ai passé également par le biais de la profession d'avocat, qui était le plan B au cas où il n'aurait pas été recruté à l'université. Alors ça, c'est la version professionnelle. Et puis la version non professionnelle, je suis un mécanicien amateur. Je suis très adroit de mes 10 petits doigts et je sais faire plein de choses. Je restaure et j'entretiens moi-même mes quelques bagnoles anciennes parce que d'une part, ça me passionne et d'autre part, je n'aurais pas les moyens de faire. Il me reste encore combien de temps? Une dizaine de secondes. Une dizaine de secondes et je pars. Je suis un collectionneur de collections. Ce serait trop long pour vous énumérer tout ce que je collectionne. On va peut-être plutôt énumérer ce que je ne collectionne pas. Je ne collectionne pas les sujets de contrariété. Eh ben écoute, voilà, parfait. On est pile poil dans les temps. C'est parfait, tout ça. Il y a déjà quelques questions que je vois arriver. Certaines sont humoristiques. On les met de côté, évidemment, et on les posera à Sébastien. De vrais avions avec des vrais moteurs en étoile. Ah oui.
Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je connais moins l'aviation que l'automobile ou que la moto, hein, puisque j'ai moins pratiqué. Et je fais partie de ces rêveurs réalistes, c'est-à-dire que je préfère rêver de choses que je peux éventuellement arriver à m'offrir, hein. Ouais. Et j'aurais adoré avoir un biplan d'avant-guerre, mais ça, sauf à gagner au loto, et je joue pas, j'y ai jamais rêvé parce que je savais que j'aurais pertinemment jamais les moyens d'en avoir. Eh oui. Mais sait-on jamais, puisque on eut reçu des constructeurs amateurs qui ont fabriqué leur propre avion. Tout à Donc fait, c'est faisable. tout à fait. Je les admire beaucoup parce que faut avoir une sacrée détermination. Je crois qu'il y a un taux d'échec entre ceux qui commencent et ceux qui terminent qui est absolument monstrueux. Oui, et puis même après, ça demande aussi un entretien de tous les jours, et puis un investissement. Un Stamp ULM, oui, par exemple. C'est clair. Alors, ton rapport aussi à l'aviation est un peu particulier, puisque il n'y a pas très longtemps a eu lieu le meeting de la Ferté-Alais, et on a su que tu as participé, d'ailleurs avec d'autres streamers sur place. Tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose qui te tient à cœur, justement, ces meetings. Oui, nous étions invités, parce que l'un des organisateurs a eu l'idée pour pérenniser la visibilité de la Ferté-Alais. C'était l'an dernier, 50e, ils avaient peur d'avoir une baisse de fréquentation. Et ils nous ont contactés, donc on était une demi-douzaine de youtubeurs. Nous avons chacun, de notre côté, fait une vidéo pour parler de quelque chose sur l'aviation. En droit de l'aviation, hein, surtout, je ne suis pas un spécialiste du tout de la matière, hein, soyons clairs. Et quelques lueurs, mais il y a d'autres domaines dans lesquels je suis beaucoup plus sachant que dans le droit de l'aviation. Mais j'ai fait quand même une vidéo sur le sujet et j'ai pris l'angle d'attaque des avions sans pilote. Un sujet avec un beau potentiel putaclic pour parler en youtubeur, et ce qui a permis d'annoncer ma venue lors du dernier meeting de la Ferté-Alais. Et j'avais emporté, pour l'anecdote, une centaine d'autocollants que j'ai imprimés et que je donne. J'en ai toujours quelques-uns dans ma poche. Et en 2 jours, j'ai dû en distribuer une centaine. Donc j'ai dû retrouver une centaine d'abonnés ou de connaisseurs de la chaîne. D'accord. C'était très très impressionnant. Alors moi qui suis, contrairement à mon apparence, quelqu'un de timide, de très timide même, rencontrer autant de monde, ça m'a fait énormément plaisir. Et je commençais, histoire de franchir ce seuil de la timidité, par demander, mais comment vous avez fait pour me reconnaître, puisque Tricotine n'est pas avec moi aujourd'hui. Ah, eh ben c'est la question que je suis persuadé que tout le monde se pose. Où est Tricotine? Eh ben, Tricotine doit être, j'imagine, allongé sur l'escalier qui a été illuminé par le soleil toute la journée, donc avec la chaleur émanante, elle doit se chauffer la couenne sur l'escalier. Il est possible qu'elle vienne, hein, dans le nouveau studio que je me suis concocté. Il y a tout en bas de la porte, là, je ne sais pas si on la voit, une petite chatière, ce qui lui permet d'entrer. Ouais. On dévoile les coulisses. Vous avez le droit. Et il y a donc une petite chatière qui permet à notre amie Tricotine comme chez elle. d'entrer et sortir. Mais elle est chez elle, parce qu'en fait... Où tu es chez elle. Certains collègues youtubeurs ont un stagiaire. Hein, et d'ailleurs, on s'est mis d'accord pour que dans notre petit monde de copains, on est tous un stagiaire, sauf moi. Et en fait, le gag, c'est-à-dire que c'est moi qui en fait suis le stagiaire de Tricotine et je ne le sais pas. Ah, voilà. On salue Yannou qui vient d'arriver. Et alors, il y a Jordan qui dit « On veut la minute de présentation de Tricotine ». Ah oui. Non, mais Tricotine, bon, on peut en parler, à ce raison pas parce qu'elle n'est pas là. Alors Tricotine, c'est un vieux chat maintenant, elle a 15 ans et demi, petite bonne femme. Ah oui. Et c'est un petit chat adorable et qui est vraiment un petit amour de matou. Tu sais, il y a les matous, ils ont tous leur personnalité. Et elle, c'est un petit chat qui est tout le temps heureux. On la regarde, elle ronronne. Il suffit qu'on lui parle, elle ronronne. C'est vraiment un plaisir. Et en fait, c'est une excellente actrice parce que dans la vraie vie, c'est pas du tout la chippie qu'elle est. Pour celles et ceux qui connaissent mes vidéos, c'est une chippie qui passe son temps à se moquer de moi. C'est un pur rôle de composition. Elle est pas comme ça dans la vraie vie. Mais pourquoi justement tu as eu l'idée de l'intégrer dans les vidéos? Parce que c'est facile, c'est pratique d'avoir une petite voix. C'est quelque chose que j'avais découvert quand j'étais vraiment
vraiment gamin. Je me souviens à l'époque, on avait des correspondants et pour écrire aux correspondants, se présenter, c'est pas quelque chose que je faisais facilement. Et en fait, c'est mon chien qui avait écrit la lettre de présentation. Donc c'est un truc que j'ai repris, c'est franchement assez pratique d'avoir cette petite voix. Ça permet d'abord de rompre un petit peu la monotonie. Puis j'ai essayé de créer un petit univers, si vous avez le droit, un petit univers à monsieur, dans un univers complètement suranné, qui a un humour un petit peu absurde. Et ça permet que Tricotine dise les choses qui ne cadreraient pas avec mon personnage. D'accord. Hein, par exemple, le vocabulaire jeune, que je fais semblant de ne pas comprendre, que je comprends simplement en écoutant. Il suffit d'écouter mes étudiants pour pouvoir être bilingue, jeune français, naturellement. Et donc, tous ces mots-là, je ne les prononce pas, c'est elle qui les prononce. Ah oui, c'est plus simple. Oui. On ne prend pas la responsabilité de certaines choses. Bref. Exactement. Il y a Guillaumec37 qui arrive. Bonsoir. Salut. Ouais, Jordan qui dit ouais, il faut son petit bras de gloire à Tricotine. Bah oui, bien sûr. Hein. Ouais. Bien sûr. On vit chez le chat, exactement. Si on reparle justement des chaînes, la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Vous avez le droit, qu'est-ce qui t'a amené à créer justement cet univers-là? C'est une demande de par tes activités professionnelles où tu t'es dit, je vais faire comme nous, ce qu'on fait un petit peu en aviation, de la vulgarisation et je vais partager un petit peu ce que je sais. C'est ça. J'ai toujours trouvé que la vulgarisation est quelque chose de très très important. Moi qui n'ai aucune formation scientifique, mais m'intéresse énormément aux sciences, je n'y ai accès que par le biais d'une vulgarisation de qualité. Et la vulga en droit, c'est quelque chose qui se fait hélas relativement peu. C'est vraiment quelque chose de rare et il y a un déficit monumental de compréhension du droit parmi nos contemporains et nos contemporaines. Et le facteur déclenchant, ça a été l'affaire Fillon. Quelques semaines avant l'annonce de sa condamnation en 2000, ils ont choisi, son équipe et lui-même, le pire axe de communication possible, à savoir que Fillon était victime d'un complot judiciaire, que c'était les juges rouges, manœuvrant sous moins par l'Élysée qui l'avait fait chuter. Franchement, venant de la part de quelqu'un qui avait cherché à devenir président de la République, le président de la République, c'est quand même le gardien de l'indépendance de la justice, ça a été franchement la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là, ça m'a énervé. J'ai pris mon ordinateur à deux mains et mon téléphone de l'autre et j'ai écrit et filmé cette première vidéo avec un vieux téléphone portable, comme quoi on peut commencer avec vraiment 3 francs 6 sous. Et puis, 4 ans plus tard, je me retrouve avec 250 ou 260 000 abonnés. J'en suis le premier surpris. Ah bah oui, puis félicitations pour ce travail, parce que c'est vrai que pour avoir regardé un certain nombre de vidéos, à chaque fois, on a des questions qui sont pertinentes, et même dans ta communauté, on retrouve aussi j'allais dire des spécialistes, pas forcément, mais des gens en fait qui font toujours des interactions qui sont constructives. Tout à fait. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce genre de communauté. C'est pas le cas de tous les collègues. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté très très bienveillante, malgré la taille de la chaîne. Il y a toujours quelques personnes malveillantes en commentaire, mais franchement, par rapport à d'autres, je suis vraiment largement préservé, j'ai beaucoup de chance. Alors que effectivement, le droit peut être un truc polémique, parfois. Tout à fait. C'est pour ça que je mets toujours en avant le petit vestiaire des opinions. Enfin, on a tous et toutes le droit d'avoir nos opinions, j'ai moi-même des opinions politiques, mais le droit n'est pas une opinion. C'est-à-dire que, de même que la médecine n'est pas une opinion, le toubib qui vient voir un patient ou une patiente va pas changer de diagnostic selon que son patient ou sa patiente est de droite et de gauche. C'est pareil. Le droit, c'est pareil. Tout, Fillon, il aurait été de gauche, il aurait fait les mêmes choses, il aurait été condamné à de la prison ferme aussi, puis voilà. Ouais. Nico, tu voulais poser une question? Non, c'était juste pour souligner qu'effectivement, moi je regarde régulièrement. Je regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, il y en a une qui m'a vraiment intéressé. C'était sur le piratage de Lego. Là, c'était vraiment intéressant. Et tu commences avec Tricotine sur les genoux. Là, c'était assez rigolo. Et puis, voilà. Et en fait, oui, c'est vraiment une vulgarisation, mais avec un lien direct, parce que tu montres les articles, en fait, et tu montres les articles de loi à l'écran. Et
donc, Tout à fait. c'est très compréhensible avec les différentes interprétations aussi qu'on peut faire d'un texte de loi aussi. Exactement. Et c'est vrai que Exactement. je suis abonné, en fait. Je suis abonné. Et pour dire autre chose, J'en suis ravi. c'est que je suis aussi, je suis Arnaud aussi, qui est d'Astrono Geek, et je sais que lui, il y a eu des soucis aussi avec des internautes, voilà, et que t'as expliqué en fait l'affaire. Donc j'avais écouté Arnaud là pendant sa vidéo de 2 heures. Et t'avais expliqué aussi l'affaire de manière. C'est plus long que 3 heures, il a fait, 3 heures. Et donc j'ai regardé aussi ta vidéo, t'expliquais donc de manière un peu plus juridique comme tu fais, quoi. Et c'était synthétique, voilà, très très intéressant. Donc je vais continuer. Il y a des sujets intéressants que j'aime bien, ouais. Et bon après c'est vrai que si les internautes ils s'attaquent à toi. Quelqu'un qui est dans le droit, je pense qu'ils auront tort, déjà dès le départ. Donc c'est pour ça qu'ils sont bienveillants tout de suite. C'est-à-dire que je suis très 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 ouvert à la critique, même si elle est taquine, et même si de temps en temps elle est un petit peu incisive, du moment que c'est quelque chose de constructif. La seule limite, parce que je tiens beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, mes modos me le disent souvent, il y a des choses qu'ils vont modérer que moi j'aurais pas modéré. Ils me disent mais préserve-toi. Et la seule limite, c'est si un jour on me menace, ça va directement, mais alors là directement auprès de la police et de la justice. Ouais. Je n'hésiterai pas, contrairement à Arnaud, qui a laissé une ultime chance à ces harceleurs. Il y a longtemps qu'ils seraient condamnés. Ok. Ah bah oui, quand ça attaque quelqu'un du droit comme ça. Dernière petite question, je vais revenir un peu à l'aviation. Est-ce que c'est une passion, c'est quelque chose qui t'a intéressé depuis tout petit? Oui, oui. J'en parlais à ma sœur. Je t'ai interrompu, voilà. Excuse-moi, je suis trop bavard. Donc là, oui, depuis tout petit. Donc voilà, maintenant j'aimerais savoir comment tu faisais pour vivre cette passion en fait quand tu étais petit. Tu vois, par exemple, moi je faisais des maquettes. Ouais. Je lisais des revues. Comment tu vivais ta passion quand je pouvais pas piloter encore, mais comment tu faisais? Quand j'ai été invité à la Ferté-Alais, j'en discute avec ma sœur. Elle me dit oui, c'est normal parce que quand on était petit, on a été biberonné au kérosène. Mon père adorait tout ce qu'il volait et je faisais partie de ces gamins. Il était impossible de les foutre à la porte pour qu'ils aillent s'aérer. J'étais toujours en train de lire, faire mes expériences de chimie, monter des trucs, etc. Et les seules fois où nos parents arrivaient à me faire sortir de la maison, c'est le dimanche après-midi en allant nous faire respirer, et ça allait 9 fois sur 10 au terrain d'aviation. On était à Nantes et c'était le terrain d'aviation qui à l'époque, donc c'était Nantes-Château-Bougon. La plupart des pistes étaient encore des pistes en herbe. Oui. Il y avait juste une piste principale pour les avions de ligne. Et donc, à peu près tous les dimanches, on allait passer 2 heures ou 3 heures à regarder des avions. Et il y avait une anecdote, je m'en souviens quelque chose, notre chien, qu'ils appelaient Milou. C'est amusant, il y avait un réflexe quand il y avait un avion qui passait au-dessus de la maison, parce que Château-Bougon était un peu donc la ligne d'approche, les avions passent au-dessus de Nantes Centre, et quand on entendait un avion, souvent on allait regarder à la fenêtre, et notre chien faisait la même chose. Et aujourd'hui encore, quand j'entends là dans ma campagne un avion en hélicoptère, assez souvent je me lève et je vais regarder ce qui se passe. Alors je suis pas un grand connaisseur, je connais beaucoup mieux les voitures anciennes. Me parlez pas d'une voiture qui a moins de 30 ou 40 ans, je sais même pas à quoi elle ressemble. Mais tout ce qui est mécanique, m'a toujours absolument passionné. Et puis, grandissant, je me suis retrouvé à créer, je crois, le Quid. Vous vous souvenez du Quid, qui a été édité alors je crois que c'est dans le Quid, c'est pas dans le Guinness Book of Records, c'est dans le Quid. J'ai été mentionné comme étant l'un des créateurs du premier club du LM au monde. C'était au Blanc, dans le département de l'Indre, ça devait être en 1977 ou 78, je devais avoir 18 ans. Ah ouais, d'accord. Tu vois, ça, j'ignorais. Ah ouais, j'ignorais. Ok. Et à l'époque, c'était du grand n'importe quoi, lui. Franchement.
Il y a des réactions dans le chat parce que justement on entend les oiseaux derrière, derrière Nico. On dit on devrait mettre des transpondeurs sur les corbeaux et c'est les corbeaux qui font les allers-retours justement pour la connexion. Exactement. Alors il y a quelques questions. Guillaume. Je vois Guillaume dit qu'on s'est croisé à faire. Est-ce que tu as une période particulière là, pour les avions, pour les voitures? Que tu disais moins de 30 ans, mais est-ce que tu as vraiment une période, tu vois, les années 10, 20, 30? Ouais, 1930-1950. Ouais. D'accord. Ouais, c'est la plus belle période où les mécaniques sont franchement déjà très très affûtées parce que ça décolle à une vitesse exceptionnelle. Hein. Le premier... en gros, le moteur explosion, ce que je connais le mieux, bon bah les prémices, bah, ça remonte à l'extrême fin du XVIIIe siècle avec Volta, avec la pile. Tu as la bobine de Rumkov pour faire de la haute tension, ça doit être 1800-1852, et les premiers essais de moteur, ça doit être dès 1860. Et donc c'est une accélération de l'histoire. J'adore la science et la technique pour ça. Et en 1900, alors je connais plus l'automobile que l'aviation, comme je vous le disais, hein, mais en 1900, la première voiture qui dépasse les 100 à l'heure, c'est même pas en 1900, c'est en 1899. C'est une voiture qu'ils appellent la Jamais Contente, qui est d'ailleurs une voiture électrique. Et les 200 à l'heure sur route, ça doit être 1910 ou 1911, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est une sorte de tube, il les pointe c'est ça, à chaque bout. C'est ça, oui, tout à fait, la Jamais Contente, c'est une espèce d'obus, tout à fait, qui était une voiture électrique, ce qu'on ne sait pas, parce que l'électricité est beaucoup plus facile à maîtriser que l'explosion, parce que le moteur à explosion, au début, le moteur à explosion, bah, c'est une explosion quand ça peut, c'est-à-dire que tu n'as même pas de bougie, on n'a pas encore eu le temps d'inventer la bougie, tu as des moteurs qui fonctionnent avec un allumage par incandescence, c'est-à-dire que tu as un tube ou un fil de tungstène qui est chauffé par un bec benzène qui traverse le haut de la chambre d'explosion, et quand le mélangeur essence est à peu près explosable, bah ça explose quand ça peut. Hein, donc, c'est pour ça qu'on appelle des chauffeurs. Ces gens qui conduisent, exactement, on appelle ça des chauffeurs. Exactement. Parce qu'ils doivent allumer, effectivement, comme tu dis, le bec benzène. Là, tout à fait. Tout à fait. Et l'éclairage, pareil, l'éclairage avant l'éclairage électrique, franchement, ça éclairait pas loin, alors qu'il y avait de l'éclairage. Comment s'appelle cette pierre qui on met de l'eau, se transforme en gaz, là, ça m'échappe. Le sodium. Non. Flûte, acétylène, l'acétylène. Ah, l'acétylène. L'éclairage à acétylène, franchement, dans les années 10, c'était un éclairage exceptionnellement puissant. Hein. À côté, les éclairages électriques t'éclairaient à peine au bout du pare-choc. Alors, d'ailleurs, les bagnoles n'avaient pas de pare-choc à l'époque. Et on l'utilise dans les mines, tout à fait, l'acétylène, ouais. À propos de phare, on va revenir à l'aviation, parce que Blériot, le grand Blériot du début de l'aviation, était fabricant de phares. Tout à fait. Les phares Blériot étaient une des grandes marques de phares. Tu avais Blériot, tu avais Magondo. C'était des grands fabricants de phares pour les voitures à pétrole, comme on disait à l'époque. Et pour faire le contre-pétri, les gens avaient droit aux phares. Eh oui. Preuve en est quand même, et ça on peut le souligner aussi, c'est que la France était quand même assez bien lotie, assez bien dotée. Il faut un peu de temps pour mettre les choses en ordre. Ouais, donc la France était quand même bien lotie en termes d'automobile évidemment et d'aviation. Hein, et c'est vrai que quel est ton regard là-dessus justement quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui en termes de mécanique et d'aviation? Est-ce que tu ne trouves pas quand même qu'il y a une sorte de déliquescence un petit peu de ce savoir-faire français qui a tendance un peu à partir? Je pas cette impression-là, mais c'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner à l'échelle d'un pays, il faut vraiment raisonner à l'échelle d'une région du monde. Un pays, attention, la France c'est quoi? C'est 65-67 millions d'habitants. C'est un tout petit pays. Quand on voit des pays qui font 1 milliard d'habitants, la Chine 1,3 milliard, l'Inde 250 ou 270 millions aux États-Unis, c'est plus à l'échelle de la France qu'il faut raisonner, c'est à l'échelle de l'Europe. Bon, on voit avec la réussite d'Airbus par exemple, hein, c'est une réussite européenne. Oui, je pensais surtout au recul un petit peu de l'aviation légère.
où on voit des sociétés emblématiques comme Robin, tu vois, qui avait été créée quand même il y a des années, issues de Jodel, donc Jean de Le Montez et compagnie, qui sont en difficulté aujourd'hui. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais bon, c'est quand même, ça restait une PME et je ne sais plus quel était le nombre d'ouvriers, mais ça reste à l'échelle de la PME. Donc une PME ne peut être que plus fragile, même si elle peut être plus alerte pour changer de direction au bon moment qu'une superstructure. Mais d'un autre côté, c'est une certaine fragilité. 6 milliards d'habitants en Chine. C'est en comptant toutes les taxes, là, non, les pêcheurs, parce que... Il y a Philemon Vavercon qui dit « C'est le temps de réaction de Nico pour capter la contrepétrie qui m'a fait rire. » C'est vrai qu'il y avait un décalage, hein. Il y avait un jet lag, là. Alors, quelques questions dans le chat. Il y a Lord Gibus qui pose toujours des questions précises. On va prendre la première. Question de droit. Ah, donc ça est pour toi, Sébastien. Hein. Une maman française accouche dans les airs au-dessus de la Belgique dans un avion suisse. Quelle nationalité aura-t-il le droit de prétendre la double? Sauf erreur de ma part, il faudrait vérifier, mais sauf erreur de ma part, c'est la nationalité du pays qui affrète le bateau, et puis la nationalité des parents, puisque nous sommes dans un système également mi-droit du sang, mi-droit du sol. Donc le droit du sol, il y a une extension, de même qu'aux États-Unis, des parents c'est arrivé à des amis qui sont en vacances aux États-Unis, la maman accouche avant terme et elle se retrouve avec un gamin qui a la double nationalité franco-états-unienne. D'accord, ok. Bon bah voilà, finalement, comme quoi, sur une petite blague, on peut aborder un sujet qui est très sérieux. Et Jordan nous dit d'ailleurs... À partir d'une blague pour parler de choses sérieuses, ça je sais faire. Ah bah très bien. Surtout depuis la création de la chaîne. Il y a Jordan qui nous dit, qui est suisse, hein, et qui nous dit, en Suisse, pas de droit du sol. Ouais. Voilà, il faut le savoir. Tout à fait, c'est un choix, c'est la tradition suisse. Nous avons une tradition différente qui va pas aussi loin que les États-Unis, mais c'est notre tradition. Oui. Autre question un petit peu marrante de Ben Moll qui dit: est-ce qu'un prof de droit peut être un peu de gauche? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il a posé la question. La réponse est oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Contrairement à une réputation, d'ailleurs, souvent, en France, on pense que les juristes sont de droite. Alors, c'est amusant parce qu'en Allemagne, c'est complètement l'inverse. Le monde juridique est très, très à gauche, pour des raisons historiques, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, à titre de sanction, avait perdu la qualité d'État. C'était plus un État entre 1945 et 1949. À partir de 1949, on recrée un nouvel État, donc la République fédérale allemande, et on l'a construit sur le droit, c'est-à-dire qu'ils ont reconstruit leur démocratie libérale en la basant sur le droit, d'où cette réputation qui n'est pas complètement imméritée de juristes qui sont plutôt à gauche. Alors qu'en France... Ouais. En fait, la question, c'était un peu gauche. Alors non, je suis pas gauche du tout, je suis au contraire très, très à droite. Et tout à l'heure, malgré... j'ai des semaines à rallonge, là, parce qu'entre la fin d'année universitaire, les divers tournages, parce que je suis en train de préparer une grosse vidéo d'une heure, hein, et ça se tourne pas comme ça, d'autant plus que je vais la tourner, je reste pas en face cam dans mon studio à la tourner, mais je vais à l'extérieur. J'ai quand même pris une heure pour démonter le démarreur de ma MGB qui m'a lâché, vous vous rendez compte, hein, ma MGB date de 74, et bien à peine plus de 50 ans après sa construction, déjà le démarreur tombe en panne son tout. Est-ce qu'un prof de droit peut être bancal aussi, nous dit Pêcheur Radar. Je suis un petit peu bancal, hélas. Je suis un petit peu bancal parce que je me suis cassé la gueule sur le campus il y a 12-13 ans et je marche mal, je marche avec une béquille. Donc je peux être un peu bancal. Mais heureusement, j'ai tendance à faire un raisonnement qui, lui, je l'espère, n'est pas bancal. N'est pas bancal. Oui, Ben Moll précise, et je m'excuse parce que j'ai mal lu la question, c'était être un peu gauche et non pas être à gauche. Ah, malhabile, etc. Tout à fait, être un peu gauche. Mais j'en ai profité pour parler de mécanique et étaler mes compétences en matière de mécanique. Et Ben Moll qui dit 50 ans, pile à la fin de la garantie, comme par hasard.
Exactement. Obsolescence programmée. Hein. C'est ça. Et la voiture a été fabriquée pendant la seconde quinzaine de mars. Donc j'ai d'ailleurs oublié de lui fêter son 50e anniversaire. Et je l'ai depuis 25 ans, je l'ai restauré entièrement moi-même, personnellement, tout seul, avec mes petites mains musclées. Et je l'entretiens pratiquement exclusivement tout seul. Et une ou deux fois, j'ai confié à un garagiste. Quand j'étais allongé, parce qu'après ma chute, j'ai été allongé pendant 1 an. Et pour lui faire passer le contrôle technique, mon ex-femme l'avait confié à un mécano à qui j'ai expliqué, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Il m'a appelé en disant, quel plaisir de bosser sur votre voiture, parce que on sent que c'est une voiture qui est très très bien entretenue, parce que tout se dévisse. J'ai une habitude, j'ai horreur des trucs qui grippent. Qui grippent, et donc sauf les pièces pour lesquelles il faut surtout pas que ça se dévisse, j'ai tendance à mettre un tout petit peu de graisse au cuivre sur le pas de vis, comme ça. Par exemple, les goujons d'échappement, la graisse, on met de la graisse, la graisse s'en va puisqu'elle crame avec la chaleur. Si vous mettez de la graisse au cuivre, eh bien le cuivre va rester alors que la graisse elle-même est partie, et ça va empêcher donc le grippage. Ben, comme quoi, on en apprend partout. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui vient de l'aviation sur les anciennes voitures, c'est le fait de freiner les écrous. Tout à fait. Pour éviter qu'ils se dévissent. Tout à fait, c'est clair. Oui. J'ai loupé la Six de Chirac qui a été vendue il y a peu. Ouais, tout à fait. Petite question encore de Lorgibus. Et ouais, je pose la question de Lorgibus, Nico, et après tu poses la question. Ça te va ? De nos jours, les IA percent de toutes parts. Il existe depuis quelque temps déjà des IA qui ont ingurgité 150 000 articles. Ils parlent de l'EJGPT, quelque part. D'autres arrivent. Pensez-vous que votre métier soit comme par exemple les intermittents du spectacle, les doubleurs de voix, un métier sur la sellette à cause de l'intelligence artificielle ? Alors, je sais pas un domaine de compétence, même si ma spécialité en recherche, c'est tout ce qui tourne autour du droit de l'informatique. Mais j'ai pas spécialement de légitimité au sujet de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un outil, et je l'ai utilisé de temps en temps en live. D'ailleurs, il va falloir qu'on recommence sur Twitch, et c'était des lives que j'appelais « Torturons ensemble une intelligence artificielle » pour lui faire raconter n'importe quoi. Et on s'est beaucoup amusé, par exemple, poser la question à une intelligence artificielle, les JGPT, et si j'abandonne mon fils une journée à l'école, est-ce que je peux être poursuivi pour abandon d'enfant ? Et il a répondu, oui, bien sûr, faut pas, c'est pas bien, faut pas faire ça. L'autre question qui me vient à l'esprit, c'était si j'empoisonne mon voisin avec de l'arsenic homéopathique, est-ce que je peux être poursuivi et condamné ? Pas bien évidemment, ce serait de l'empoisonnement, etc. Preuve qu'il y a encore une petite marge vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui, répétons-le, c'est un outil, mais ça ne doit être qu'un outil. C'est comme tous les outils. C'est par exemple l'imprimerie, moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire. Quand l'imprimerie est apparue donc au XVe siècle, eh bien, c'est venu révolutionner le métier de copiste, puisqu'il y avait des gens qui, à l'époque, il se trouve que les gens qui savaient lire ne savaient pas forcément écrire, et les gens qui savaient écrire ne savaient pas forcément lire, c'est-à-dire qu'ils écrivaient, ils recopiaient, mais ils comprenaient pas ce qu'ils recopiaient. Et donc, l'imprimerie qui a fait beaucoup reculer ce métier de copiste n'a pas empêché de continuer d'écrire à la main. C'est juste quelque chose en plus, c'est pas quelque chose à la place. Ouais. Que l'intelligence artificielle remplisse des tâches automatiques et abrutissantes qui n'ont aucun intérêt, c'est la meilleure des choses. L'ennui, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont essayer, par exemple, de licencier, parce que ça coûte moins cher de faire quelque chose par un robot. Mais bon, je m'arrête là, c'est juste, après, si je continue, je vais tomber dans la considération de café du commerce. Alors, moi, je rebondirai un petit peu là-dessus après. Et Nico, tu voulais intervenir ? Ouais, non, c'est parce que j'imagine que tu as déjà voyagé en avion. Et je voulais savoir, est-ce que tu as déjà remarqué des manquements un peu au droit ou, je sais pas, alors pas seulement en aviation, mais peut-être dans ta vie, quand tu vois des manquements au droit, tout ça, est-ce que tu as une petite...
Alors, Tu vois, c'est un peu comme nous, quand on voit des avions avec Seb, on est instructeur, on voit des choses, on se dit, non, c'est pas comme ça, quoi. Tu vois. Alors, Parce que toi, ça t'arrive aussi, mais dans le droit. Oui, tous les jours, bien sûr, tous les jours. Et puis moi-même, il m'arrive de ne pas respecter le droit, parfois par mes connaissances. En règle générale, c'est par mes connaissances. Par exemple, j'ai fait une bêtise là, avec mes deux dernières sponsors, parce que j'ai décidé enfin de faire régulièrement des sponsors sur mes vidéos. Alors, je suis pas un homme d'argent du tout. Quand je disais que des faibles moyens, je suis pas un homme d'argent. J'avais fait, sauf depuis un mois et demi, j'avais fait plus de 200 vidéos, et sur 200 vidéos, j'avais fait seulement 4 vidéos sponsorisées pour vous donner une idée de mon appétit de sous. J'ai décidé de changer pour avoir davantage de moyens pour produire des vidéos un petit peu plus ambitieuses. Sur les 2 dernières vidéos, j'ai complètement oublié de marquer publicité en dur sur la vidéo. Je pensais que le fait d'activer le petit bouton donc communication commerciale, ça suffisait. Et c'est le copain Vincent de Stardust qui me dit fais gaffe Seb, fais gaffe, il faut l'écrire en dur dans la vidéo. Voilà un exemple, pour la prochaine, j'y ferai attention. Et là, c'était par mes connaissances. J'ai regardé la loi influenceur et je savais pas que ça suffisait pas d'actionner la petite fonction proposée par YouTube. Voilà. Alors tu parles de Vincent et je vais rebondir aussi là-dessus. Vincent, on attend d'ailleurs sa vidéo avec impatience, enfin en tout cas c'est mon cas. Il est en train de travailler sur une vidéo où il va mettre Airbus et Boeing dans le même panier, donc ça peut vous intéresser aussi pour regarder, faire une étude concrète des incidents qui sont liés à Boeing ou pas à Boeing. Et on attend ça avec impatience parce que finalement ça n'a jamais été fait. Et c'est un petit peu un sacerdoce dans lequel il s'est lancé et on va voir un petit peu les résultats que Vincent va nous proposer probablement dans une prochaine vidéo. Ça devrait être intéressant. Un excellent boulot de vulgarisation d'aviation, Vincent. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. C'est avec beaucoup de pertinence. Vraiment, j'ai eu plaisir à faire une collab avec lui pour parler donc des avions sans pilote. Petite question, et vous, les avions sans pilote, vous montez demain dans un avion sans pilote ou pas? Ah, c'est la question que je voulais poser. Désolé, je te l'ai cramé, excuse-moi. Nico, tu veux commencer de répondre? Ça va pas arriver demain, mais est-ce que je connaîtrai ça de mon vivant? J'en sais rien. Après, moi, je pense que oui, un jour, ça arrivera. Il y aura des avions sans pilote. Souvent, je fais la réflexion, qu'on m'a faite une fois, c'est que dans les années 20, dans les années 30, dans les métros, à Paris, il y avait des chauffeurs et des conducteurs de métro. Et si on avait dit à cette époque-là aux gens, un jour, les métros, il n'y aura plus de conducteurs de métro. Les gens, est-ce que vous monteriez dans un métro où il n'y a pas de conducteur? Je pense pas que les gens auraient dit oui, tout ça. Ils auraient dit non, moi je veux quelqu'un qui soit aux commandes, tout ça, quoi, du métro. Et aujourd'hui, ça existe. Il y a beaucoup de métros sans conducteur. Alors pourquoi pas des avions contrôlés au sol, un peu comme des drones. Hein. Je verrais bien un technicien au sol, pilote qui pourrait gérer 5 avions en l'air. Transatlantique et puis voilà quoi. Mais bon. Mais après, quand? Je sais pas. Quand? Ok. Peut-être dans 50, 60 ans. Hein. Alors moi je vais partager l'avis. C'est mon point de vue. Après, j'ai pas répondu à la question finalement. Est-ce que je montrais? J'ai pas répondu à la question. Vas-y. Aujourd'hui, non. Dans 50 ans, oui. Ok. Bon, à mon avis, dans 50 ans, je ne sais pas si on sera encore là, mais bon, bref. Ceci dit, moi, je pense que le métro, c'est ce que dit Benny FR. Le métro, c'est guidé par un rail, l'avion, il est libre, oui. Le métro, il reste au sol, l'avion, il est en l'air, donc il y a quand même une autre dimension. Ceci étant dit, moi, je partage un peu, d'un point de vue facteur humain, l'avis de Michel Polacco, on en avait déjà parlé.
en l'occurrence, où les pilotes qui sont devant, si jamais il y a un problème, il faut que le pilote partage le sort des passagers, parce que c'est comme ça qu'il va avoir un investissement émotionnel qui va être important dans la résolution d'un problème. Quelqu'un qui est à distance ne va pas ressentir la même chose, même si on lui indique que c'est la catastrophe à l'intérieur de l'avion, il n'est pas dedans. Et je pense que c'est peut-être ce qui a sauvé, entre guillemets, ce qui a motivé en tout cas la décision qu'ont prise l'équipage du vol Cactus, le fameux Sully qui s'est posé sur la rivière Hudson. Est-ce que s'il y avait eu un pilote qui était à distance, est-ce qu'il aurait été capable de gérer de la même manière les équipements, de déroger un petit peu au checklist pour aller chercher ce dont il avait besoin? Je suis pas certain. Donc moi, en l'occurrence, aujourd'hui, la réponse est non. Voilà. On va être très clair là-dedans. Il faut qu'il y ait des pilotes qui soient là, qui soient capables de reprendre la main peut-être sur des automatismes, parce qu'un automatisme peut bricoler aussi, l'homme peut bricoler, mais je pense que ce qui va améliorer la sécurité, c'est les deux. C'est l'homme, la machine, et c'est l'autocontrôle entre les deux. Voilà. C'est mon avis. Alors, est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Oui, on en a une. Ah, attendez, bougez pas, je vais venir l'afficher. Hop, oui, donc c'est Lord Gibus qui dit oui, mais combien d'avions en difficulté ont été sauvés par les pilotes versus des pilotes qui ont fait des erreurs? Oui. Le problème, c'est qu'on peut avoir des statistiques sur des crashs, mais est-ce qu'on a des statistiques sur des avions qui ont été sauvés par le pilote? Il faut se rappeler que quelqu'un, nous, tout le monde là, on fait 7 erreurs par heure, qui la majorité du temps sont détectables. Donc là, pas de problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y en a une qui passe au travers des trous de la raquette. Est-ce que la technologie va nous permettre de... Sébastien, j'ai une question. Oui. Comme le niveau entre la technologie qui va prendre un peu plus d'automatisme, je suppose que les responsabilités... Ah, on m'entend plus? Si, c'est bon, moi je t'entends là. Ah. Allô? Sébastien, tu entends Nicolas ou pas du tout? Non, j'entends pas Nicolas, non. Ça y est, on m'entend? Répète sa question. Ouais, vas-y Nico, pose ta question, moi je la retransférerai. Vas-y. 1, 2, 3, 4, ça y est, ça marche. Ouais, non, je disais, comme il y a des automatismes, avant il n'y avait que des pilotes et des horloges, maintenant il y a beaucoup plus d'automatismes, beaucoup plus d'électronique, tout ça. Il y a forcément des responsabilités qui changent, parce que le constructeur forcément prend plus de responsabilités, puisqu'il met plus d'automatisme et plus d'électronique. Donc du coup, il y a forcément des textes de loi à changer. Sébastien, peut-être peux-tu répéter sa question pour qu'on puisse y répondre? Nico dit que l'introduction en fait des automatismes actuels font que l'approche n'est plus la même, et peut-être qu'il y a des textes de loi qui vont changer par rapport à ça. Et en gros, je résume bien, Nico, à peu près, c'est ce que tu veux dire? Au niveau des responsabilités. Oui, au niveau des responsabilités. Est-ce que le constructeur a plus de responsabilités du fait que son avion est un peu plus automatique? Est-ce que le constructeur a plus de responsabilités du fait qu'il y a des automatismes qu'il va installer à l'intérieur? Alors, moi, je vais répondre en fonction de ce que je connais. Le droit est toujours conservateur par nature. Conservateur pas pour point de vue politique, entendons-nous bien, mais quand il y a quelque chose de nouveau, on essaye toujours de le raccrocher à un droit ancien. Par exemple, lorsqu'il y a eu le premier accident automobile en France, d'ailleurs, à la fin du 19e à Paris, on a utilisé le droit de la responsabilité civile, qui datait de 1804 du Code civil, du Code Napoléon. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce que je peux dire, c'est que quand il y a un problème avec un objet, on va faire une distinction entre ce qu'on appelle le gardien de la structure et le gardien du comportement. C'est-à-dire que le gardien de la structure, c'est le fabricant, et le gardien du comportement, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice. Par exemple, si j'assassine
mon voisin à coups de hache, on va pas poursuivre le fabricant de la hache parce que il n'est pas le gardien du comportement. Je prends toujours des exemples un petit peu grotesques comme ça parce ils ont le mérite d'être pédagogiques. Si en revanche je me blesse avec une hache parce que la hache, il y avait une paille dans la ferraille et que la hache a explosé au premier coup de hache sur un bout de bois et ça vient me percer l'œil, là le fabricant de la hache est le gardien de la structure. Donc il est possible, sous réserve, mais il est possible qu'on aille dans cette direction-là en considérant est-ce que c'est un problème de structure ou est-ce que c'est un problème de comportement. Sachant que cette logique, on arrive à la limite de cette logique dans la mesure où si c'est une intelligence artificielle qui pilote l'avion, il y a quand même un problème non plus de structure mais de comportement. Alors s'il y a un bug à ce moment-là, ce sera la responsabilité du fabricant. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées avec, par exemple, comment ça s'appelle, je sais plus, le paradoxe du tramway, quelque chose comme ça. Avec le tramway, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'on va si on prend la ligne de droite, on tue seulement 2 personnes, et si on prend la ligne de gauche, on en tue 10. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Ouais. D'accord. Ok, on écrase le bébé ou la mamie, nous dit. C'est ça. Oui, il y a alors Gibus qui parle d'ailleurs pour illustrer un petit peu ça, le fameux crash de l'Air France 447, le Rio-Paris, qui avait eu des problèmes de son de pitot, il y a eu le comportement des pilotes. T'as suivi un petit peu cette affaire ou pas du tout? Oui. Et quel était ton recul ou ton analyse là-dessus? Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? J'ai pas suffisamment de connaissances du dossier. C'est mon côté universitaire chiant. Quand je connais pas, quand je connais pas quelque chose et quand j'ai pas eu le temps de me faire une opinion un petit peu précise et sérieuse, je préfère dire que je ne sais pas. Je sais, c'est très très chiant les universitaires. Hein. Non, mais pas de problème. Alors oui, on parlait justement de droit et j'aimerais justement montrer un petit bouquin tant qu'on est là sur ce thème-là. C'est ce bouquin-là. Alors je vais masquer un petit peu la marque, mais vous voyez, voilà, Air Law en anglais, hein, droit aérien. Donc vous voyez l'épaisseur du bouquin. Ceci, c'est, on va dire, le livre de chevet pour tout bon stagiaire qui démarre son ATPL théorique. L'ATPL, c'est le brevet de pilote de ligne théorique. Il y a 14 modules, donc comprenez qu'il y a 14 bouquins qui sont à peu près épais comme ça. Il y en a 2-3 qui sont plus épais que ça d'ailleurs. Je pense à la météo, je pense à pas mal de choses, à pas mal d'autres matières. Et vous voyez donc en fait à l'intérieur, je ne sais pas si on verra bien, mais on retrouve un petit peu ce qu'on appelle en droit finalement, c'est tout ce qui est réglementation. Voilà. Donc est-ce qu'on peut faire une différence entre droit et réglementation, Sébastien? Alors, ça c'est un problème de hiérarchie des normes. Le système français, ça marche pas forcément de la même façon, par exemple en Grande-Bretagne. Les systèmes français fonctionnent de la façon suivante. C'est un système pyramidal, avec tout en haut la norme la plus importante qui est la Constitution, avec des textes satellites. Donc c'est un bloc constitutionnel où dessous il va y avoir des textes d'application, des lois, des décrets, et la plupart des réglementations d'aviation civile sont des décrets qui doivent être conformes à la loi supplémentaire, à la loi supérieure. C'est-à-dire c'est un système donc hiérarchique, et chaque règle doit être conforme à la règle supérieure, et il y a souvent, pas toujours, mais très souvent, de plus en plus souvent heureusement, un mécanisme de contrôle de cette conformité. Alors ça c'est l'architecture théorique. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à ta question. Peut-être que ça commence à y répondre, mais la réponse n'est peut-être pas suffisante. Donc en fait c'est pour éviter quelque part 2 textes qui peuvent se contredire? Ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est un beau pays dans lequel j'adorerais habiter parce que dans l'idéal, tout se passe bien. C'est en théorie. Oui, tout à fait. C'est la théorie. Ce sont deux pays qui sont voisins, l'idéal et la théorie. Et d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle vidéo je parle de ça et je mets le guide du routard de la théorie. Ouais. Je ne sais plus, peu importe. En pratique, s'il y a souvent des textes qui se contredisent, c'est toute la complexité du métier de juriste. Pour fabriquer, entre guillemets, un juriste, il faut des années, c'est comme fabriquer un médecin.
Ouais. Hein, le médecin commence à avoir, d'après les copains, les copines qui sont passés ou qui passent par leur formation médicale, ils commencent à comprendre vaguement le diagnostic, avoir un semblant de diagnostic au bout de 3, 4, 5 ans d'études. En droit, ça peut pas pareil. Hein. Les étudiants, les bons étudiants, faut déjà, en première année de master, déjà, on peut commencer à avoir des raisonnements juridiques. Pardon. Ok. Alors, est-ce que on peut considérer, alors on va rappeler un petit peu en droit aérien comment s'organiser. Il y a une entité qui est internationale, qui s'appelle l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et puis en dessous, il y a des divisions. Il y a la partie américaine, la partie européenne, la partie asiatique, pacifique. Donc nous, c'est l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Et en France, il y a un traité international, donc le traité 45, si je me souviens bien, je me souviens plus. Le traité de, je me souviens plus, la ville de l'adoption. On parle du traité de, ça m'échappe, peu importe. Ouais, c'est 45. Chicago, ouais, traité c'est ça. Traité de Chicago, merci. Le traité de Chicago en 44 ou 45, ouais. 44, peut-être même 44, parce qu'ils se rendent compte que après la guerre, qu'ils espèrent que la guerre va se terminer le plus vite possible, on va devoir appliquer des réglementations mondiales. Donc réglementation mondiale, qui règle un certain nombre de conditions, sachant que tous les États signataires sont des États autonomes. D'où actuellement encore, chaque État est responsable et titulaire de l'espace aérien. C'est pour ça d'ailleurs que une société française qui fabrique un avion peut l'homologuer en France. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit pour l'homologuer ailleurs. C'est le droit français qui va s'appliquer. Si ce n'est que le marché français risque de ne pas être assez grand pour pouvoir rentabiliser son avion, d'où l'intérêt de le faire homologuer donc par l'EASA, l'équivalent aux États-Unis, sachant que d'après ce que j'ai compris, mais j'arrive à un limite de connaissance, il y a une sorte d'équivalent entre l'EASA et comment ça s'appelle l'équivalent états-unien. La FAA, la Fédération. La FAA, tout à fait. Et d'après, c'est ça. Et d'après ce que j'ai compris, quand la FAA homologue un avion, il y a une sorte d'homologation quasi automatique par l'EASA et lycée de Versailles. Ouais. Alors, est-ce que dans le droit, on rencontre à peu près la même chose, puisque en fonction des réglementations, on va dire, ou des lois qui sont pondues par les différents pays et qui sont applicables dans le pays en question, est-ce qu'il y a dans d'autres pays des recommandations, parce qu'on parle de recommandations qui remontent et qui sont potentiellement appliquées ou pas. On retrouve ça dans le droit classique ? Bien sûr, mais c'est tout le problème du droit international. L'exemple que je cite toujours, c'est l'exemple du droit pénal international, parce que le droit pénal, c'est moins difficile à comprendre que les autres, donc c'est toujours celui qu'on utilise pour expliquer les notions complexes. Moi, je me souviens, quand je faisais mes études, il y a déjà quelques années, tout le monde l'aura deviné avec mon abondant de chevelure qui commence légèrement à blanchir, notre prof de droit pénal, pour nous parler de droit pénal international, il nous disait, imaginez un douanier suisse qui poursuit un contrebandier italien. Tant qu'à tomber dans les stéréotypes et essentialiser les gens, allons-y jusqu'au bout. Donc, douanier suisse, contrebandier italien. Le contrebandier se retourne contre le douanier, lui tire dessus, le tue, et ce pauvre douanier, puisqu'on est à la limite des 3 pays, vient mourir en France. Et il ajoutait, voilà une infraction internationale. C'est-à-dire que l'entièreté de l'infraction n'a pas été commise en France, en Suisse ou en Italie. Il y a juste des petits morceaux de début d'infraction qui sont commis sur chacun des 3 territoires. C'est une infraction qui est une infraction internationale, j'allais dire par accident. Et en fait, ça, c'était rare. Il y avait sans doute pas beaucoup de douaniers qui étaient morts dans ces conditions-là. Mais avec l'apparition d'Internet dans les années 90, pendant la seconde partie des années 90 en France, puisqu'une fois de plus, on était un petit peu en retard par rapport aux autres pays, pour des raisons historiques, puisqu'on avait une Minitel et pas les autres, etc. Eh bien, l'infraction pénale internationale, elle devient quotidienne. Ils s'en commettent des millions tous les jours. La simple diffamation, je sais pas, il y a un Québécois qui me diffame,
Ça va être tout de suite plus difficile de le poursuivre là-bas. Quelqu'un est victime d'un brouteur africain, puisque c'est une spécialité de certains pays africains. Tout de suite, les choses deviennent plus difficiles parce qu'il y a la souveraineté des États qui est en jeu et qui se met évidemment, qui met un obstacle à la justice. C'est-à-dire que le juge peut bien condamner quelqu'un qui est à l'étranger. C'est pas pour ça qu'on va pouvoir facilement exécuter la décision de justice. C'est-à-dire que même si, disait un grand juriste pénaliste internationaliste qui s'appelait Claude Lombois, disait le juge peut avoir suffisamment puissante voix pour qu'on l'entende de l'autre côté de la frontière, le gendarme n'est gendarme que chez nous. Oui, d'accord. Ok, merci pour ces précisions, c'est assez intéressant. D'ailleurs, ça me soulève une question. Imaginons que des passagers d'un avion qui part à l'international passent donc les fameux checkpoints et arrivent derrière donc en zone franche, les fameuses duty free avec les boutiques. Il y a une altercation, il y a une bagarre. Est-ce que c'est le droit du pays qui s'applique ou étant donné qu'on est en dehors de ce pays, c'est le droit international alors qu'on est quand même sur le territoire du pays? Droit national, duty free. Le droit pénal, c'est un droit pénal très réaliste, qui s'encombre pas beaucoup des considérations et des qualifications données par les autres droits. Ce qu'on appelle le principe d'autonomie du droit pénal. Là, franchement, vous tuez quelqu'un à coup de hache, décidément, j'aime beaucoup tuer les gens à coup de hache. On va se poser des questions. Vous tuez quelqu'un à coup de hache dans une zone duty free, clairement, c'est le droit pénal et le juge pénal qui sont compétents, il n'y a aucun doute. Un droit pénal français et le juge pénal français. D'accord. Sans aucun doute. Oh là, il y a un raid qui arrive. J'avais une... Voilà, c'est A330 fans qui arrive avec 9 personnes. Une question sur les textes de loi. Oui. Oui. Alors, on vote des lois à l'Assemblée nationale, bon après avec le Sénat, enfin tout ce business là, on modifie des lois, on rajoute des lois, mais est-ce qu'on supprime aussi des lois? Est-ce qu'il y a des lois qui sont supprimées finalement? Bien sûr, heureusement, oui, heureusement. Alors, la pire façon de faire, la plus simple... pardon. Il y a un jet lag. Il y avait une loi apparemment très ancienne où les femmes étaient interdites de porter. Les femmes c'était interdit pour elles de porter des pantalons. Tout à fait. Il y avait une loi pour ça. Tout à fait. Alors, voilà. j'ai cherché... Cette loi a été supprimée maintenant, parce que maintenant... Voilà. Alors, le port du pantalon. Alors, je l'ai cherché cette loi parce que j'avais fait un top 5. Les top 5, c'est quelque chose qui se voit bien. Alors, j'abuse pas du top 5, mais c'est marrant. C'est facile à avoir. En général, ça fait des bonnes statistiques et ça permet d'amener davantage de personnes à s'abonner pour après leur servir des vidéos un petit peu moins faciles. Et le premier top 5 que j'ai fait, c'était sur le top 5 des lois françaises What the fuck, et dont cette loi en question. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé de loi, j'ai trouvé de mémoire, ça devait être un texte administratif du préfet de police de Paris dans les années 1830, mais il y avait cette règle effectivement, quand une femme souhaitait porter le pantalon, par exemple George Sand, l'écrivaine George Sand avait fait cette demande, il y en a d'autres, et cette loi n'a jamais été abrogée explicitement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une loi peut être abrogée. C'est la meilleure façon, la façon la plus élégante de faire, c'est de dire, à la dernière article de la loi, les articles tant de telle loi, tant de telle loi, etc., sont abrogés. C'est simple, c'est incontestable, ça demande beaucoup de travail de la part des légistes, les gens des juristes spécialisés qui sont là pour rédiger les lois, les projets de loi ou les propositions de loi. Mais souvent, ils ne s'encombrent pas de faire ça. Ils font le service minimum. Article ultime et dernier, tous les textes contraires à la présente loi sont abrogés. Démerde-toi, Ginette. Alors là, c'est là qu'on va s'amuser parce que ça va tout de suite être plus compliqué. Ça va être tout de suite source de conflits. Et puis, on va ouvrir la justice. Il va y avoir des plaideurs, il va y avoir des plaideuses qui vont en profiter en disant « Oui, mais il n'y a pas de contradiction. » Alors,
Ceci dit, on a des règles très précises, hein, c'est partie de ce qu'on apprend dans les facs de droit. Il y a des règles pour interpréter la loi, les règles d'interprétation de la loi. Quand il y a deux lois qui sont contradictoires, la loi la plus récente s'applique par préférence à la loi plus ancienne, lorsqu'elle porte sur le même sujet. Mais par exemple, il y a des lois, par exemple en droit pénal, il y a des infractions nouvelles qui sont créées, qui vont venir déroger par rapport à une loi ancienne plus générale. Donc il y a tout un tas de règles d'interprétation. Il y a des bouquins entiers qui ont été faits sur le sujet, donc je ne vais pas résumer ça en plus de 2 minutes. D'accord. Bon, ça répond déjà à ta question, hein, Nico, tu vois. Ça m'a amené une question. Ouais, puis tu as répondu à la prochaine que j'avais aussi, c'était que si il y avait une loi qui était contradictoire à une ancienne loi, tu as répondu. Une question de chat, là, une question de chat qui est intéressante de la part de Yannou. Oui, alors Yannou, il en a posté 3, justement. Je voulais les aborder parce que là, il est déjà 22h01 local. Je voulais qu'on tourne la dernière page de l'émission, comme ça, on pose les dernières questions tous ensemble, si ça vous va. Hein? Comme ça, on reste dans les temps. Allez. Ça passe toujours trop vite. Hein. Ouais, c'est vrai. On y va, on lance la dernière séquence de l'émission, donc remise de gaz par aux questions. Et si vous avez des questions encore à poser à Sébastien, qui est donc notre invité ce soir, n'hésitez pas à le faire et on les aborde tout de suite. Et encore merci à 330 fans qui est passé tout à l'heure et qui est venu avec 9 personnes. Donc bienvenue dans la zone aéro, les amis. Dernière séquence. La foire aux questions remise de gaz et dernière minute avec notre invité en cette fin d'émission, Sébastien qui est avec nous. Vous avez le droit, que vous pouvez retrouver sur Twitch et YouTube, évidemment. Donc Yannou, je vais faire apparaître toutes les questions. Alors la première, il disait en France, comment une loi judiciaire est-elle validée et par qui? Une loi judiciaire. Une loi judiciaire, alors, je veux sans doute dire loi juridique. Juridique. Hein, ce qui est plutôt, parce que loi judiciaire, ça ne va pas dire grand-chose. Loi, tout simplement, elle est votée par le Parlement, elle est proposée souvent par le gouvernement, parfois par le Parlement. C'est un projet ou une proposition, selon l'auteur de l'initiative législative, qui est examinée d'abord par le Conseil d'État, hein, qui est une sorte de... à moitié la Cour de cassation et à moitié, comme son nom l'indique, le Conseil du gouvernement qui examine le texte, qui donne un avis, puis elle est discutée en Conseil des ministres, ensuite elle est remise sur le bureau de l'Assemblée nationale qui va le travailler en commission, puis en assemblée plénière pour le voter avant de le transmettre au Sénat qui va faire la même chose, avec 2 fois ou une seule fois en cas d'urgence. C'est comme ça qu'on fabrique la loi, avec une procédure particulière. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la première question. Et dans la foulée, est-ce qu'un mauvais juge, alors je pense qu'il faudrait définir aussi le terme de mauvais juge, peut-il être démis de ses fonctions par qui et pour quelle raison? Alors, ça, c'est une question dont on parle assez souvent. Il faut faire attention à l'indépendance de la justice. On a la chance de vivre dans une démocratie libérale et un des principes de base sur lesquels repose nos démocraties libérales, c'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire est indépendant. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui est là pour sanctionner les magistrats qui font des erreurs, éventuellement pour les démettre. C'est que même quelque chose de relativement rare, mais c'est quelque chose qui est possible. Mais attention, il faut bien faire attention. Quand un magistrat fait une erreur, hein, le droit c'est difficile pour tout le monde. Quand un magistrat fait une erreur, c'est pas pour ça qu'on va rechercher sa responsabilité à lui. C'est de même que, je sais pas, un constructeur de voitures ou d'avions, hein, un des ouvriers monte, je sais pas, un piston à l'envers. On va pas poursuivre la responsabilité de l'ouvrier qui a monté le piston à l'envers. On cherche la responsabilité du constructeur. Lorsque la justice fait une erreur, on peut rechercher la responsabilité de l'État. Voilà. D'accord. Ok. Et puis, autre question qui est réaction en même temps de Lord Gibus. Alors, il y a le titrage par-dessus, mais il y avait déjà des dérogations, il me semble, parce qu'on parlait de dérogations tout à l'heure, comme les femmes qui faisaient du cheval.
Tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, il y avait un certain nombre d'exceptions quand on a vu apparaître le vélo dans les années 1870, même chose, et les femmes qui faisaient du vélo pouvaient déjà porter le pantalon pour pratiquer ces sports-là. Tout à fait. D'accord. Ok. Bon bah voilà, vous voyez, le droit est large. C'est vrai que là, on a parlé vraiment un petit peu de tout. On a parlé. Alors, si, il y a une question que moi je voulais te poser, qui a du coup plus rien à voir ni avec le droit ni avec l'aviation, c'est les automobiles. Tu nous as pas fait le point de ce qu'il y a dans ton garage, du coup. Alors, parmi les voitures qui roulent, parmi les voitures, parce que tout roule pas, parce que ou dans les projets. Je suis un fauché, donc j'achète pas cher des choses qui roulent pas, puis je me débrouille pour les faire rouler. Alors les trucs qui roulent, jusqu'à il y a 3 jours, il y avait la MGB, là, elle roule toujours, mais il faut la pousser puisque le démarreur est en cours jus au bout de 50 ans de bons et loueux services, on peut le comprendre. Donc ma MGB de 1974. J'ai aussi un taxi anglais, enfin j'ai même 2 taxis anglais qui sont de 1995 et 96, mais je vous aurais dit qu'ils étaient de 1958, ils n'ont pas changé pendant 49 ans entre 1958 et 1997, c'est le même qui a été fabriqué avec des variantes. J'ai aussi une Daimler, une berline Daimler des années 60, qui était l'équivalent, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les anciennes Jaguar Mark II des années 60, je sais pas si ça vous parle. J'ai la même chose, mais en Daimler, avec un moteur Daimler, puisque Daimler avait été racheté par Jaguar dans les années 60. J'ai une petite Princesse Vandenplas. J'ai un truc invraisemblable, une voiture à 3 roues de 1934 de la marque BSA. Excellent. Qu'est-ce que j'ai encore je réfléchis, j'ai plus parmi les trucs que j'ai. Voilà. Et tu arrives à trouver des assurances qui te disent, ok. Oui, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher parce que les assureurs savent que les propriétaires de voitures anciennes ont moins de sinistres que les autres. Et même pour les bagnoles même pour les bagnoles modernes, les collectionneurs, les propriétaires de voitures anciennes ont globalement moins d'accidents, moins de sinistres que les conducteurs moyens. Ah oui, d'accord. Donc, assurer tout ça. Moi, je suis assuré. Je me souviens pas de toutes ces voitures. Elles sont toutes assurées, même celles qui roulent pas actuellement. En tout risque, ça doit me coûter pour 6 bagnoles, ça doit me coûter 500 € par an. Ah oui. D'accord. C'est tout à fait honorable. Et bienvenue à Keto SSB qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. Keto. Non. Ouais, Keto. Très bien. Donc, on a parlé des voitures. Maintenant, on va terminer en fait un petit peu cette émission en parlant de tes projets sur la chaîne. Qu'est-ce que tu nous as prévu donc à venir? Tu nous as parlé tout à l'heure de projets à l'extérieur. Tu veux faire délocaliser en fait le studio et un peu faire ce que nous on veut faire aussi, c'est-à-dire opérer des avions, rencontrer les mécaniciens qui sont devant leur machine. Comment est-ce que tu comptes faire et quels sont les délais que tu vas t'imposer là-dessus? Tout à fait. Alors, j'y vais de façon incrémentale parce que contrairement à beaucoup de collègues parmi les copains youtubeurs que je fréquente quotidiennement, beaucoup viennent du milieu de la vidéo, je sais pas, des gens comme le Point Génus, comme Yann de 12 parsecs, ce sont des gens qui viennent de ce milieu-là. Arnaud Le Geek, lui, vient du milieu de la photo. Moi, pas du tout. Donc, j'ai une grosse marche à franchir. Surtout, j'ai pas mal ramé pour la prise de son, parce qu'autant la prise d'image, ça allait, la prise de son, j'étais vraiment pas doué, donc je suis arrivé à maîtriser. Maintenant, je me suis fabriqué, là, depuis 1 mois, je suis dans mon nouveau studio. Faire du fast cam, ça, je sais faire, c'est rodé, je le fais rapidement. En revanche, aller à l'extérieur, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai commencé à le faire. La semaine dernière, je suis allé filmer les extraits à l'extérieur pour une grosse vidéo d'1 heure qui devrait être, je l'espère, une vidéo qui sortira fin juillet sur un massacre. Le second plus gros massacre de population civile en France après le massacre de Radour-Seglan. Radour-Seglan est très connu, le massacre de Maillé, c'est à 15 km de chez moi, est très 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 peu connu. Donc j'ai décidé d'en parler parce que c'est quelque chose dont j'ai toujours entendu parler en local. Maman avait perdu une de ses amies de classe pendant ce massacre, j'ai envie d'en parler pour en faire parler. Et donc il y a
en gros un quart de la vidéo qui est tournée sur place. Alors j'y vais lentement parce que c'est pas du tout ma compétence, c'est pas du tout ma spécialité. Heureusement, il y a un copain, une copine qui sont venus m'aider et on n'était pas trop de trois pour assurer ce tournage à l'extérieur qui est pas encore de ma compétence. Et Alors du coup, ça, et puis, ça t'incite à vouloir en faire d'autres, justement ben bien sûr, si j'arrive à produire quelque chose de regardable, j'ai bien l'intention d'en faire d'autres. Et quelque chose dont je commence à en parler dans ma communauté en live, et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont reparties, qui m'ont entendu le dire. J'ai l'intention, je vais être à la retraite dans 2 ans. Hein, parce que dans mon métier, on prend notre retraite très très tard, parce qu'on a des études très très longues. L'âge moyen d'entrée dans la carrière est à peu près de 34 ans. Donc je vais être à la retraite à l'âge de 67 ans et donc je vais faire une petite vidéo quelques mois avant la retraite en disant bah voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais être à la retraite le 1er juillet 2026, qu'est-ce que je fais? Je retiens ma place à l'EHPAD ou alors je me lance dans un tour de France des affaires criminelles célèbres pour tourner des vidéos et je fais un appel à financement participatif et tel palier, si j'atteins telle somme, je tourne tant de vidéos, si j'atteins telle somme, je tourne telle vidéo, etc., etc. Ok. Ah ben on va suivre ça avec intérêt. Des fois que tu passes pas très loin de chez nous, là, sait-on jamais. Hein. Allez, 2 dernières petites questions qui arrivent. Et bonjour à Pimpin21 qui vient d'arriver à la fin. Hélas, Sébastien, est-ce que tu seras présent dans un meeting aérien, par exemple, la fête aérienne de Morlaix? C'est quand? Faut nous donner les dates, Wardog, si tu veux avoir une réponse. Indique-nous les dates, si tu peux, dans le chat. Et puis, autre question de Ben Moll, qui te demande si tu connais la chaîne Twitch qui s'appelle La Fabrique Auto. J'ai une mémoire d'asticot parce qu'avec mes problèmes de santé, je souffre énormément. Donc je suis sous morphine. Si ça se trouve, si j'avais le logo sous les yeux, je dirais oui, mais spontanément, ça revient pas. Ok. Bon voilà, ça peut être une info en tout cas. Si c'est quelque chose qui parle de mécanique, sait-on jamais. Hein. Est-ce que Wardog, tu nous donnes le 13 et 14 septembre, voilà. Ah, c'est mauvaise période, ça, la rentrée universitaire. Non, ça, c'est la mauvaise période. Hein. Je suis arrivé à aller à la Ferté-Alais en me débrouillant, en tordant mon emploi du temps comme j'ai pu. Mais c'était difficile. Mais par exemple, j'ai pas pu aller au mariage d'Arnaud qui était samedi parce que j'avais vendredi et lundi matin, j'avais des choses professionnelles qui m'ont empêché d'y aller. Donc, septembre, non. Quand je serai à la retraite, quand je serai vieux, dans très longtemps. Bon, justement, on va parler du programme. On parlera, Sébastien, de ton programme et savoir un petit peu quand est-ce qu'on va te retrouver dans les semaines qui viennent. Une dernière question. Vas-y, Nico. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ouais, oui. Alors, dernière question. Là, c'est une question qui, depuis tout petit, en fait, on m'a posée. Alors, il y a un avion qui s'écrase à la frontière. Où est-ce qu'on enterre les rescapés? Jamais pu répondre. Ce sont les familles qui choisissent. Ah bah voilà. On restitue les corps aux familles, ce sont elles qui choisissent, pas tout simplement. Mais non, mais... Ah, mais il faut que... La fin de la question, c'est où on enterre les rescapés. Ah, je me suis fait piéger. Bien joué. Mais les familles peuvent décider. Hein. Les familles peuvent enterrer les rescapés à la hache. Hein. Ça me rappelle cette vieille blague du type qui arrive le lundi matin couvert de griffures et d'échymoses, etc. Et il y a ses collègues du bureau qui disent « Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? On m'en parle pas. Hier, j'ai enterré ma belle-mère. »« Ah bon, mais comment ça se fait que tu t'es blessé comme ça? »« Ah, mais c'est qu'elle voulait pas se laisser enterrer. » Ah bah ouais, c'est ça. Ah là là. Bon, c'est bien, on termine sur une note d'humour. Alors, ce qu'on va faire, Sébastien, c'est qu'on va regarder tout de suite le programme de la zone aéro pour le mois de juillet qui arrive, puisqu'on va vous le présenter tout de suite, et puis après on parlera du programme de Vous avez le droit. Alors, j'affiche
Le programme de ce mois de juillet qui commence mercredi prochain, le 3 juillet, on va vous donner rendez-vous ici en studio à 19h30 avec Frédéric. Frédéric, vous le voyez sur le petit encart, anciennement mécanicien auto. Le hasard veut ça. Il s'est blessé et il a décidé de se reconvertir, de faire une reconversion en montant sa société de travail aérien en drone. Donc l'idée, c'est de parler avec lui de son projet, de son concept, comment est-ce qu'il a vécu sa formation, par où il est passé, quelle est la réglementation applicable au drone aujourd'hui, et comment est-ce qu'il gère les choses. Et ça peut être un partage d'expérience assez intéressant. Donc c'est Frédéric Desforges qui sera avec nous, le fondateur de FD Drone Service, et qui viendra nous voir. Donc retenez bien, 19h30 la semaine prochaine, et ce sera en plateau. On verra peut-être d'ailleurs des drones à droite ou à gauche qui va nous amener. Ça devrait être assez sympa. Puis, alors là on est fiers. On est fiers parce que les 2 émissions suivantes, on s'est un petit peu battu pour les avoir et ça a réussi. Nous aurons la chance d'avoir des médecins-chercheurs de l'INSERM, du CNRS et du CNRL, le centre de recherche en neurosciences de Lyon, et on va parler cerveau, les amis, pendant 2 mercredis. Le premier mercredi, on parlera un petit peu des automatismes et plus comprendre avec Yves Rossetti, qui est médecin-chercheur en neurosciences, qui sera en direct avec nous. Vous pourrez lui poser vos questions. On parlera avec lui du cerveau qui est quelque part notre pilote automatique à nous, et on fera un petit peu la relation entre aviation et cerveau dans la zone aéro. Donc retenez bien la date, c'est le 10 juillet prochain à 20h30, et je pense que cette émission sera passionnante. De même que celle du 17 juillet 2024, puisque c'est Michael Kos qui viendra nous voir, qui est également professeur en neurosciences et en neuroergonomie, qui viendra nous parler justement de tout ce qui est illusion, problème d'ergonomie à l'intérieur des cockpits. Il y aura plein de choses, et donc Michael Kos qui est également à l'INSERM au CRNL, donc à Lyon, et du CNRS, il est également professeur à Supaéro Toulouse. Donc on va avoir des invités prestigieux qui viendront nous voir, et vous pourrez discuter avec eux et poser vos questions comme d'habitude. Donc 2 sujets qui me tenaient à cœur et finalement qui se sont concrétisés. Donc c'est super. Et puis enfin, donc la dernière de la saison, ce sera le 24 juillet 2024 à 20h30 en studio. Nico sera là d'ailleurs, puisque on terminera cette saison de la zone aéro pour 2 mois de coupure avec une émission un petit peu spéciale, puisque vous aurez la possibilité déjà de venir discuter avec nous via le serveur Discord. On vous entendra pendant le live en audio. Vous pourrez nous poser vos questions. D'ailleurs, dans le chat, vous avez vu, il y a un petit message qui vient de passer automatiquement. Il y a un formulaire qui existe, et si vous voulez poser des questions à toute l'équipe, il n'y a pas que nous, toute l'équipe de la zone aéro, vous pouvez le faire. Vous cliquez et vous remplissez le formulaire, et on y répondra le 24. Et puis, en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Fabrice Boutard, qui est le community manager de Recallbox, donc cette société française qui fabrique des consoles qui conçoit des logiciels de rétro gaming. Et avec Fabrice, nous reviendrons sur les jeux anthologiques d'avions et d'hélicoptères dans l'histoire des jeux vidéo. Et à la fin de l'émission, on vous fera gagner une console rétro gaming pour celles et ceux qui seront là, qui rempliront donc un certain nombre de conditions. Eh bien, vous pourrez repartir avec votre console, avec tous les jeux dont on aura parlé pendant l'émission. Voilà, donc ça c'est le 24, et ensuite donc il y aura 2 mois de pause, et on reviendra, je crois, le 25 septembre pour la rentrée de la zone aéro. Vous avez donc le programme de la zone pour ce mois de juillet 2024. Nous espérons qu'il vous plaira. Voilà, je veux Raiden, je veux Top Gun. Ah bah oui, mais je pense que Fabrice va nous faire une belle sélection. Vous verrez, il faudra être là le 24. Concernant le programme de Vous avez le droit, Sébastien, quand est-ce qu'on se retrouve ? Alors, exceptionnellement, la prochaine vidéo, c'est le 1er juillet, lundi. D'habitude, je publie le jeudi, et je suis passé à un rythme 2 fois par mois, parce que j'avais du mal à suivre le rythme d'une fois par semaine. Exceptionnellement, c'est lundi 1er, c'est une collab avec Nota Bene, où je parle pour ma part d'une femme, d'une mère de famille interdite de sortie scolaire parce qu'elle porte un voile, et lui sur sa chaîne parle du principe de laïcité, que pas seulement un problème historique. Ensuite, il y aura une vidéo sur l'article 16 Macron veut-il devenir dictateur. Ensuite, le 11, une vidéo qui s'appelle Je ne contracte pas, avec Tricotine qui refuse de contracter et qui demande qu'on l'appelle Tricotine
tricotine, tout en minuscule, tricotine, vous avez le droit, tout en minuscule, s'il vous plaît. Et il y a une vidéo également qui est prête sur le salaire de Macron, une autre sur le vol de la Joconde. Et puis en juillet, c'est une grosse vidéo d'1 heure sur le massacre de Maillet qui a fait 124 victimes le 25 août 1944. D'accord. Bon, bah voilà. Vous avez le programme de Vous avez le droit, bien évidemment. Et merci à Urden d'avoir fait donc la dédicace shootout. Il vous suffit de cliquer sur le lien et de mettre le petit follow pour avoir les notifications, comme d'habitude. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir participé à cette émission. C'était chouette. Merci de cette invitation. C'était très sympa. Merci encore. Ah ouais, avec grand plaisir. Les amis, donc le programme, on l'a vu. N'oubliez pas que la vidéo avec Romain Rivière, contrôleur tour et chef de tour à Paris-Charles de Gaulle, est en ligne sur la chaîne YouTube. C'est l'émission qui était passée il y a 15 jours. Il répond à plein de questions. Vous avez évidemment les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Les modérateurs, les modérations va nous mettre les liens des différents réseaux sociaux pour être informés du programme, notamment du mois de juillet. Le podcast, comme d'habitude, toutes les semaines, c'est Julot qui s'en occupe, qui met le podcast en audio des différentes émissions avec les interviews des invités qu'on a eus. Le serveur Discord et la boutique aussi qui sont en lien. La page Patreon. N'oubliez pas, demain soir, on se retrouve chez MLN 208 qui nous invite gentiment, et avec Nico, on fera une petite intervention demain soir à partir de 21h sur sa chaîne. Et enfin, dans un instant, on va, comme d'habitude, faire un raid. Je vous propose ce soir d'aller du côté de Montpellier, il me semble, puisque c'est chez Zank, qui est un jeune streamer. Il y a 12 personnes, donc on va aller lui faire un petit coucou pour le renforcer. Et il nous fait découvrir ce soir le Boeing 777-300 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc on va faire un petit coucou à Zank, et on va lui souhaiter courage, et puis l'accompagner un petit peu pendant son vol virtuel. Voilà. Les amis, je vous dis merci beaucoup. Merci Seb, merci Nico, merci à vous tous dans le chat. Je lance le raid dès maintenant, comme ça me permet de lancer le générique. N'oubliez pas Flight Safe pour ceux qui volent. Bonne soirée à tout le monde. Merci Seb encore, et puis à une prochaine fois dans la zone aéro. Et rendez-vous la semaine prochaine pour celles et ceux qui le souhaitent. Ciao. Ciao les amis, bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro, l'émission.